Ils sont partis dans les couloirs du temps. Et salut les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro des couloirs du catch. Je suis toujours avec mon ami Messaya. Comment tu vas, Messaya? Malade, mais ça va. Ouais, alors vous l'excuserez si sa voix elle part un petit peu en cacahuète, mais il a été très malade cette semaine. La grippe est tenace. C'est un immense plaisir qu'il nous fait en étant avec nous parce que c'était pas gagné quand même. Ouais. Alors, avant de commencer, je remercie tous les gens pour la vidéo de Goldberg parce que l'on retourne juste le vendredi après la diffusion de Goldberg le lundi. Franchement, c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché. Énormément de gens se sont abonnés, c'est super, hein, on en parlait au téléphone. Et surtout, vous avez tous joué le jeu, les amis, dans les commentaires. Et merci d'avoir de commencer à tous commenter. Ouais, c'est important. Alors en fait, je veux pas rentrer dans les détails de comment fonctionne YouTube, l'algorithme, mais il faut se dire, voilà, le jeudi, j'ai discuté avec 2-3 abonnés qui ont laissé des commentaires. Et en fait, ça a continué à faire exploser les compteurs de la vidéo. Donc, je suis désolé de vous redemander ça, mais continuez à nous lâcher un commentaire, continuez à vous abonner. Et n'oubliez pas de mettre la cloche. Voilà, c'est très très important parce que plus la chaîne va grandir, plus ça nous permettra de prendre encore plus de plaisir à faire des vidéos qui sont de plus en plus vues. Et tu vois, aujourd'hui, Messaya, j'ai même un tout petit peu la pression parce que quand on a commencé Rome Vandame, on avait assez d'abonnés pour remplir une voiture. Et aujourd'hui, on a presque assez d'abonnés pour remplir un bus. C'est que c'est une évolution. Un petit demi-bus. Voilà, c'est une évolution lente, mais toujours sérieuse et on sent que les gens prennent du plaisir à nous écouter et c'est vraiment sympa. Et ça nous motive d'autant plus, hein. C'est clair. Moi, j'ai l'impression d'être Squeezie, tu vois, tellement je suis heureux. On n'a pas au même niveau, hein. Ah, tout le monde se regarder, mais c'était pour faire une petite blague. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo, j'ai envie qu'on fasse une vidéo un peu plus chill, un peu plus tranquille, parce qu'il faut savoir, les amis, qu'on a tourné la vidéo de Kane il y a pas très longtemps. Elle a duré très longtemps. Quasiment plus de 2h30. C'est la plus longue de la chaîne. Voilà, ça a été énormément de travail. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit truc un peu plus tranquillou. J'ai pris 17 faits divers sur la WWE. Alors ça peut être des choix de booking, des choix commerciaux, plein de petites choses. Et j'ai envie que tu donnes ton avis sur ça. D'accord. Toujours à l'aveugle. Il faut savoir que Messaya n'est pas au courant. Il pensait qu'on allait tourner la vidéo sur Matardi, donc je le prends vraiment en traître. Ah oui, parce que là, je vais découvrir comme vous, les amis. Voilà, il est au courant d'aucun sujet. Il a devant lui 17 petits papiers avec des numéros dessus. Chaque fois qu'il va me donner un numéro, ça va être un fait. Il y a 30 ans de faits. On commence le premier fait en 92, on finit le dernier fait en 2025. D'accord. J'ai vraiment voulu piocher large pour nous permettre de parler de sujets qu'on n'aurait pas pu faire des vidéos complètes dessus, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça nous fait un petit medley et un peu, comme tu dis, un peu plus chill. Un peu plus chill, mais surtout, mais quand même pertinent, parce qu'on va vraiment parler de choses qui sont très intéressantes pour le monde du catch, mais aussi pour nous. Parce qu'il y a un fait qui, quand tu vas en parler, pour nous, c'est quelque chose qui nous a énormément marqué. Moi, en tout cas, ça a marqué ma vie de fan. J'espère que je vais pas bégayer à chaque fois. Mais... Non, mais tu verras, ça va être très sympa. Alors, quand t'es prêt, on commence. Vous excuserez encore Messaya s'il tousse un peu. Moi aussi, je suis un petit peu malade, hein. Il fait froid, la grippe est tenace, comme tu dis, donc on va essayer de faire ça le mieux possible. Yes. C'est parti, mon ami? Oui. Allez, tu me donnes le premier numéro. Allez. Le numéro 15. Le numéro 15. On va jouer au bingo. C'est exactement ça. Le numéro 15, c'est avoir laissé autant de pouvoir créatif à Vince Russo, à la WWE. Qu'est-ce que t'en penses? À la WWE. À la WWE. Oh, je me suis vraiment... On va parler que de la WWE. Quand il était contrôlé par McMahon. Quand il était quand même contrôlé par McMahon. Mais si tu veux, dans ma question, c'est comment un mec qui est un simple booker a eu une telle notoriété? Alors, en plus de base, c'est pas un booker. Ça me permet de retracer un peu l'histoire en plus de comment il en est arrivé là. Ouais. Et d'ensuite de comprendre pourquoi ce mec-là, on lui a donné autant d'importance. Autant d'importance parce que il est quand même encore... alors, pas dans ses choix et tout ça, mais il est encore pertinent dans le monde du catch. On en entend encore parler aujourd'hui, 25 ans plus tard. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est fou. C'est le postulat. Je peux même déjà commencer par le postulat de fin en disant que c'est l'un des plus gros escrocs qui a réussi à se faire une place. Déjà. Ah oui, parce que autant comme créatif à la même époque, t'avais Paul Heyman qui était un vrai créatif, et il y avait son pendant, c'était Vince Russo, quoi. Ouais, même dans les autres bookers, hein, justement sa rivalité, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo avec Jim Cornette. Bon, Jim Cornette aujourd'hui, maintenant, le gars n'a pas évolué, mais à l'époque, c'était un booker de génie aussi, qui a fait des fédérations, tout ça, et il se détestait cordialement. Je pense même qu'il se déteste encore aujourd'hui, non? Aujourd'hui, avec les Dark Side of the Ring, on sait pas trop s'ils font du work, s'ils font du shoot, s'ils font machin. C'est un peu bizarre, les deux, de toute façon, mais je sais qu'au bout d'un moment, ils avaient eu un cease and desist, quoi. Ouais, c'est on l'a dit dans une vidéo qu'il y avait un truc d'éloignement. Voilà. Donc, notre ami Vince Russo, de base, c'est quelqu'un qui a toujours eu une passion pour Internet. Ça, je l'ai lu plein de fois, beaucoup de gens en ont parlé. Donc, même à l'époque où personne regardait Internet, lui, il était déjà à fond dessus, sur les newsletters, tout ça.
Et il était... en fait, il cherchait un boulot dans le monde du catch, et à quel point il harcelait la WWE. Il voulait vraiment travailler. Il voulait vraiment, C'est un vrai fan de catch. Non, c'est un fan d'histoire. En fait, c'est quelqu'un qui adore faire du drama et tout ça. C'est c'est lui qui a popularisé la WWE, le Crash TV de toute façon, après derrière de ce qui est dans les télé-réalités et tout ça, Oui. avec les Tonight Show et tout ça. Lui, c'est ça sa passion. Le catch en soi, il en a rien à brère. Ouais. Vraiment, il en a rien à brère. Il a juste tombé sur cette discipline et il s'est dit, waouh, cette discipline, on a la possibilité de tout faire. Ce qui est vrai. Parce que finalement, du catch, c'est comme une série télévisée. Bah, c'est ça. Et en fait, c'est surtout que, en fait, ça te permet de faire une série télévisée en live avec tout qui peut se passer, et le catch avec l'imagination, Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et en fait, je pense que ce qu'il a attiré, et avant d'arriver de comment je vais continuer, mais on dit toujours que c'est un mec justement qui faisait des très bonnes débuts d'histoire en fait, parce qu'il est très créatif, ça on peut pas l'enlever par contre. Mais comme on a dit, s'il avait pas quelqu'un derrière lui qui le limitait, on a vu ce que ça a donné, c'est la WCW quoi, dans les années 2000. Et en fait, à force de les harceler, ils lui ont dit, vas-y, on va lui trouver un taf. Pour qu'il nous foute la paix. J'ai entendu une rumeur comme quoi ils leur ont envoyé même des mails directement à Stephanie McMahon. Pas Stephanie, pardon, Linda McMahon. Et donc du coup, il a été embauché au magazine WWF, et c'est lui qui faisait... Moi, j'ai pas connu ça, j'ai entendu ça dans des vidéos, c'était les histoires de Janus et de Vic Venom. C'était des histoires, des petites BD qui étaient dans le magazine de la WWF. Et c'est lui qui faisait les scénarios de ça. Et en fait, une chose en amenant une autre, on tombe dans le marasme horrible de 95-96 où rien ne marche. Et on est avant l'attitude era. Avant l'attitude era, c'est là où il y a qu'on en parle tout le temps, des métiers, que ce soit la WCW, il y avait le Dungeon of Doom et Hogan qui était stale, c'était chiant à mort, et à la WWF, c'était les métiers, à part la clique et Bret Hart, il y avait rien. Oui, mais de toute façon. Et en plus, niveau chiffre, ça marchait pas. C'est ça, ils n'étaient pas vendeurs. Pas vendeurs du tout. Kevin Nash a été un champion qui vendait pas de zob. Ouais, je sais que c'était l'un des. Alors que c'était un des espoirs de McMahon. En plus, on est post-procès du stéroïde, tout ça. Donc, en fait, McMahon cherche un moyen de se renouveler, que ça marche. Donc, il avait déjà la clique dans ses oreilles qui lui disait, t'arrêtes tes conneries de gimmick et tout ça. Et en fait, Vince Russo, il est invité dans l'émission, c'est LimeWire, il me semble, c'était une émission présentée par Sony, Jim Ross. C'est une émission de la WWF. De la WWF qui était diffusée à la télé, qui cassait déjà un peu le kayfabe. Et en fait, on invite Vince Russo dans cette émission-là, et lui, il le pète totalement, littéralement, roue libre, quoi. Il dit non mais c'est plus possible, on peut pas mettre des métiers à la télé, les gens ne veulent pas ça, faut arrêter de prendre des gens pour des cons. En fait, il a commencé l'idée que McMahon a mis après le Montreal Screwjob en disant vous en avez marre du vieux concept de bad guy versus good guy, vous voulez des nuances de gris, vous voulez du soap opéra, et en fait c'est Vince Russo qui lui a poussé cette idée-là. Mais c'était pas si bête quand même. Entre guillemets. En fait, quand on regarde à court terme, ça a été une idée extraordinaire parce que ça a donné l'attitude era où ça partait en couille. Sauf que c'est un peu comme on a eu la télé-réalité par exemple en France, aux États-Unis. En fait, quand tu fais tout le temps du dégueulasse, tout le temps du shock value. Ouais, t'arrives à un moment où tu peux plus faire pire. Tu peux plus faire pire et en fait, au moment les gens se lassent parce qu'en fait, ils ont l'habitude de voir ça. Tu vois, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec le foot. Il y a tellement de foot à la télé, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui les gens ont de moins en moins l'envie de regarder. Je fais un tout petit analogisme. J'ai envie de même dire, même dans notre domaine, là même dans le catch, moi je vous cache pas les amis que comparé à avant, je regarde très peu de catch. Je sélectionne ce que je veux regarder. Je peux plus me taper par exemple des week-ends 3 heures. Ouais. C'est énorme, c'est loin. Entre le travail, tout ça, et surtout qu'il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent pas spécialement, et en fait j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Avec le deal sur Netflix, c'est pas mal. J'ai regardé un petit peu les 2 premiers pas en direct, tu sais, tu peux les regarder après. Ouais. Tu peux vraiment choisir tes moments qui t'intéressent. Et ce qui est bien, c'est sur Netflix, ils sont pas tenus aux durées de programme. Le deuxième Raw, il dure 2h30 et pas 3h. D'accord. Parce qu'en fait, ils vont pas après, ça durait jamais vraiment 3 heures, c'est parce que t'enlèves les pubs. Après. Oui, mais là, ils vont pas avoir, oui, mais t'as des pubs sur Netflix en Amérique, mais ils vont pas avoir la même chose qu'une grille, si tu veux, de programme, où, sur la chaîne de télé, tu dois commencer le show à telle heure et le finir à telle heure. Là, avec Netflix, ils peuvent se permettre de jouer un petit peu sur ça. Donc, quand ils ont un petit peu moins de choses à raconter, ils peuvent se permettre d'arrêter plus tôt. C'est pas une mauvaise chose, je trouve. D'accord. Et pour revenir sur notre ami Vince Russo, en fait, il est tombé à la bonne période, en fait. Il a réussi à se vendre, malgré que le gars, en fait, c'est un demi-talent, on va dire, comme je vous dis. C'est vraiment, il aime bien les histoires, mais en fait, le catch en soi, il en a rien à foutre, et il a fait beaucoup de mal au catch. Ouais, bien sûr. Au catch. Pas forcément aux histoires, mais au catch. Et le truc, c'est qu'on disait, en plus à l'époque, il donnait 10 programmes à tout le monde, mais c'est ce qui fait que ça rend un programme regardable. Ouais. Je vous conseille de regarder des rôles de la Titulaire qui durent 2 heures, ça dure pas 3 heures,
Et ben en fait, au bout d'un moment, votre cerveau il suit plus. Même Parce qu'il une y a heure et trop de demie. choses. Même, excuse-moi, 1 heure et demie, même avec les pubs. Ouais, c'est Ça ça. dure Et 1 heure en et fait, demie. c'est insuivable parce que en plus ça a donné des trucs parce que ça a été rapporté. McMahon voulait savoir ce que DX fait, ce que Steve Austin Faisait, fait, ouais. ce que Taker fait, ce que The Rock fait, ce que Mankind fait, et le reste, il en avait rien à foutre. C'est pour ça que ça part en vrille totale. C'est pour ça que ça part en vrille. Et je sais jamais si c'est lui ou pas, mais c'est pour ça que ça donne la gimmick de Sexual Chocolate. Ah bah, j'allais te demander quelques exemples. Ouais, voilà, la Sexual Chocolate avec Mae Young qui accouche d'une main parce qu'elle a baisé avec Marc Henry. Ça donne le segment du Big Show qui fait du bodyboard sur le cercueil de son daron tracé par le Big Boss Man. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Voilà, en fait, ça part vraiment trop en couille. Et comme on en a parlé vous l'entendrez plus tard dans l'émission sur Kane, il voulait faire le match Kane Undertaker après son arrivée. Ouais, alors 2 semaines après, c'est les bookers qui l'ont dit non. C'est tout hot-shoté. Faut aller ça super vite. Voilà, et je vais paraphraser on va dire notre inspiration de podcast. Ouais. Une de leurs phrases par rapport à lui, c'est que, en fait, c'est Vince Russo venait, il vomissait son tas de merde et son idée, et McMahon le prenait, et il en faisait de l'argile pour faire un peu une statue, quoi. Ouais, il essayait de trouver 2-3 petits trucs qui pouvaient être intéressants. 2-3 grains de maïs à digérer, quoi. Mais pourquoi aujourd'hui on en parle encore? Parce qu'il vient de l'attitude AERA et que c'était peut-être l'attitude la plus populaire, la plus populaire du monde du catch. En fait, moi, le truc qui m'intrigue vraiment, c'est pourquoi il a eu du taf après la WCW. Ouais, ça c'est incroyable. Parce qu'à la WCW, c'est pas lui qui est responsable de la mort de la WCW, hein, ça c'est ce que les gens pensent, mais c'est pas lui. Lui, il a continué à creuser. La creuser, la descente aux enfers, et c'est la fusion d'Awell et Tim Turner qui a emmené la fin de la WCW. Mais c'est lui qui a permis de rendre le programme de Nitro infect. De Thunder et Nitro infect. On en parlera un petit peu de ça quand même. Je pense qu'on arrivera à trouver des timings pour en Parce parler. que ça vaut le coup quand même. Il y a des trucs qui valent le coup. Hein. Mais j'avais entendu après comme quoi McMahon a voulu tenter de le rappeler en 2003. Oui, parce qu'il était tellement en panique, McMahon. Parce que après le 8 ans de Steve Austin, les ratings ont été divisés par 3. C'est ça, parce que McMahon, pendant des années, il espérait pouvoir récupérer les mêmes, les personnes parties qui regardaient plus le catch. Après le Helter de Steve, il espérait les faire revenir. Déjà, les gens étaient dégoûtés après la fermeture de la WCW parce qu'il n'y a plus de concurrence, et que la concurrence fait toujours tout monter, on peut dire ce qu'on veut, et qu'en fait, ils s'attendaient pas à ce que le Helter d'Austin fasse une telle retombée négative et de perte de thunes à ce point. Mais les gens, de toute façon, ils voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas ça. Et en fait, on a appelé Russo, et en fait, Russo, quand on l'a appelé, il voulait refaire une invasion. En fait, le mec n'avait pas suivi les programmes, il a proposé un retour de l'invasion, même en embauchant Bret Hart, là, il y a Jim Ross, tout ça, j'ai fait non, vas-y, on l'appelle pas. Et ce qui est fou, c'est que il a été embauché à TNA 2 fois. Oui, d'ailleurs, moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. D'ailleurs, je suis tombé, en faisant des recherches, sur un match à la TNA entre Scott Hall, Kevin Nash, donc c'est forcément booké par Vince Russo, à propos avec $50,000 ou un truc comme ça, où Kevin Nash rentre avec des sous. Oui, mais c'est l'époque 2010 avec Bischoff Hogan où ils ont appelé Russo, et même le truc c'est que à posteriori tout le monde déteste Vince Russo, même Dixie Carter, alors qu'elle l'a embauché 2 fois. Et il y a un match qui est ultra connu, c'est entre Sting et Abyss, je crois, dans un match hardcore, où on entend le public avec des pancartes Fire Russo, quoi. Ouais, le public qui demande de virer le booker. Des trucs qui sont incroyables. Et ça arrive. Ça fait partie de ces mecs que c'est de leur faute, parce qu'à l'époque, les fans connaissaient pas le booker. Les fans étaient quand même plus marques, et c'était quand même mieux à l'époque. Les fans ne devraient jamais connaître le booker. Non, mais c'est lui, c'est un des fers de lance du pétage de kayfabe, de toute façon. Moi, il y a qu'un seul booker à la WWE que je connaissais depuis des années. C'est un acteur. C'est Freddie Prinze Jr., qui a été le mari de Sarah Michelle Gellar, de celle qui faisait C'est un booker, c'est un scénariste, non? Oui, je crois qu'il est scénariste ou truc comme ça, mais lui, tu le connais parce qu'il a une notoriété à côté. Mais tous les autres, je serais comme le scénariste attitré de The Rock et Brian Gervitz. Lui qui a continué à être dans son entreprise. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que Vince Russo, c'est incroyable que ce mec-là a toujours continué à avoir du Et en fait, je suis désolé parce que le postulat de fin, c'est que je peux pas te donner la réponse pourquoi ce mec-là a continué, quoi. Je pense parce qu'il est très vocal, qu'il ferme jamais sa gueule, qu'il a toujours un podcast, il a des idées désastreuses en plus, il est con, il est homophobe. Les gens l'écoutent un peu pour le troll. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent pour se foutre de sa gueule et qu'en fait ça a donné un troll à beaucoup trop grande échelle. Ouais. Parce que quand il dit ça sert à rien de s'extasier sur le physique de Finn Balor parce que ça veut dire qu'on est gay, quoi. Mais il va crever, quoi. C'est complètement débile. Bref. Mais c'est vrai que ça reste une des plus grandes énigmes que ce mec-là soit encore connu aujourd'hui en 2025, que ça fait 25 ans qu'il est plus bossé dans une fédération vraiment mainstream comme la WWE, parce que la TNS c'était quand même un petit peu en dessous. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est incroyable. Mais en tout cas, je suis content qu'on en ait parlé parce que moi, ça reste un des trucs les plus incroyablement
Et encore, Nul et étrange. comme je dis, on en reparlera parce que c'est la WCW, c'est là où il y a ses plus grands faits. Je veux qu'on parle un jour de quand il a mis la mère du... La mère de Bagwell. On the ball. On the Fort Cliff. Il était tout... Parce qu'on pouvait pas mettre, on pouvait pas accrocher une daronne sur un poteau de ring, quoi. Ah, c'était magique, quand même. Je te propose qu'on passe au numéro suivant. Ah si, dernier truc. Vas-y. Si, parce que si un jour on reparle de lui, il faut quand même évoquer la Rivers Battle Royale. J'adore. Ça, obligé qu'on en parlera. D'ailleurs, j'ai regardé, tu sais qu'elle fait partie, j'avais regardé, tu sais, quand on les regardait les Major trucs Awards. ouais, elle fait partie de la C'est pyramide le booking de l'année. Et pire match de l'année aussi. On en parlera pour les amis qui connaissent pas. Mais comme on a quand même sur nos abonnés, on a beaucoup de puristes. Donc je pense que la Rivers Battle Royale, ça C'est leur parle. connu. Mais tu sais qu'elle est arrivée 2 fois. Hein, Ouais, je sais. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'elle est jugée en tant que pire idée de Ouais. booking. On enchaîne? On enchaîne. Bon, Ça me fait plaisir vraiment de faire cette émission parce que ça permet vraiment un pot pourri de plein de sujets. C'est ça, un medley. Et ça, c'est cool. Je prends le deuxième. Allez, prends le deuxième. Ah bah, j'ai pas fait exprès. 14. Alors là, c'est un truc. C'est le traitement de l'Ultimate Warrior à la WWE après sa mort. Oh punaise. Ah, j'étais fort, hein. Ah ouais. J'ai choisi des sujets intéressants. Ah ouais, bah là, il y a beaucoup à dire aussi. Hein. Mais c'est Bah, incroyable. c'est surtout le tout et rien, en fait. C'est la justice à 2 vitesses, Gomez et Tavares, quoi. Ouais. C'est- On parle de justice à 2 vitesses, on se la fait en marche arrière. C'est exactement ça. C'est quand le mec était contre nous, on le descend, on le met plus bas que terre. À raison, Oui, je précise. Et qu'ensuite, quand le gars est mort, on essaie d'en faire une figure intouchable et de courage. C'est quand même indécent. mais là, alors par contre, la mystique autour de sa mort, c'est quand même incroyable. C'est quand même bizarre. Hein. Si on pourrait presque tomber dans du complot, limite. C'est vrai, le mec qui fait le Hall of Fame, Ouais. le vendredi soir ou le samedi soir. Et merci, là c'est Merci Hunter, hein, c'est Merci Triple H, j'avais réussi à le faire ramener. Non, mais il apparaît au WrestleMania le lendemain. C'est quel WrestleMania, je sais plus. Je sais plus. Il fait Il a- le Raw du lendemain Et il doit mourir Et- sur le parking, quoi. et après il crève le sang même. Ah, c'est un truc de dingue. C'est quand même un truc de dingue. Donc pour revenir sur l'Ultimate Warrior, c'était vraiment l'épitome de ce que McMahon voulait dans les années 80. Ça veut dire que c'était lui qui était destiné à remplacer Hulk Hogan dans la Hogan Era. Et je pense même qu'il en espérait plus que Hogan. Oui, il en espérait plus que Hogan parce que Hogan faisait tonton et après il a vu que le caractère du mec était pas contrôlable. En fait, il voulait quelqu'un qui remplaçait Hogan de plus contrôlable parce que Hogan était devenu une star aussi haut que la WWE. Était plus forte que la WWE. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment qui sortent sur Hogan par rapport au bashing qu'il prend, justifié aussi. Mais beaucoup de gens, je pense, ne sont pas assez documentés, se rendent pas compte à quel point Hogan était autant élevé dans le business du catch. Et de toute façon, il y a pas. Parce que quand j'entends dire que Hogan n'est pas dans le top 5 des plus grands catcheurs de tous les temps, je suis désolé les gars, c'est que vous ne regardez que le catch depuis 2010. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous n'êtes pas documenté. Parce que, comme je le dis, on parle pas que de in-ring. Attention, on parle d'influence. Juste, excuse-moi, on parle pas de l'homme. On parle pas de l'homme, je parle uniquement du catcheur et du personnage à la télé. Ouais. Et mainstream, parce il avait quand même touché le mainstream à l'époque. C'est l'un de ceux qui a rapporté le plus de pognon, le plus de fame, et de dire que c'est la WWE à l'époque qui faisait ça, non. Parce que à l'époque, la WWE sans Hogan, je pense pas que ça aurait marché autant. Mais c'est pour ça qu'il y avait des Saturday Night Main Events, et j'en parle dans les... Excusez-moi les Dans ta amis, petite vidéo. dans ma petite vidéo, c'est que justement, ça permettait aux gens qui n'achetaient pas les pay-per-view de voir Hogan en clair à la télé. C'est ça. Parce que c'était une telle star que les gens avaient envie de le voir. Et donc, du coup, lui, c'était vraiment, il dépassait la fédération. C'est ce que McMahon a toujours eu peur derrière de faire. Et il a failli avec Austin, mais comme Austin avait la santé fragile et que c'est une étoile filante, on n'a pas pu savoir en soi. Mais donc du coup, il avait trouvé l'Ultimate Warrior. Et l'Ultimate Warrior, c'est ce qu'il voulait McMahon. McMahon, il a toujours dit, je suis le Disney du catch. C'est un cartoon. C'est un personnage de dessin C'est un animé. personnage de dessin animé. Il a un physique totalement fou, Mais il est complètement stéroïde. complet, ouais, stéroïdé complet, Stéroïdé complet. coloré, peinturluré. Il arrive en courant. Il arrive en courant, il est surexcité. La musique C'est un qui super, pète. c'est ça, c'est un super héros. Pareil dans le ring, c'est nul à chier. Hein. C'est juste que Il y a qu'un match, je crois, contre contre Randy Massman qui a sauvé, que Ah, vous ouais, pouvez c'est aller vrai. voir les amis qui vaut le coup. à WrestleMania 7. Où Macho Man l'a préparé. Le match est incroyable parce que en même temps c'est la réunification de Elizabeth et Macho Man. Oui. Et Avec puis il faut la savoir rentrée de que Macho Macho Man, on avait entendu parler qu'il préparait énormément ses matchs. C'est ça. Il voulait rien laisser au hasard. Il y avait pas d'improvisation donc. Et du coup le McMahon s'est dit bah j'ai le visage parfait pour remplacer Hogan donc il arrive à convaincre Hogan de se coucher pour lui. Bon il se dégage 2 secondes après le splash hein. Bon c'est Hogan hein.
il devient champion WrestleMania 6, et derrière, en fait, le mec, il est ingérable, complet. Mais vraiment ingérable complet, donc ça veut dire il vient pas au show, il fait ce qu'il veut. Mais il est fralé. Il est complètement fralé, et on a eu des trucs plus tard où le gars faisait des énormes conférences homophobes, vraiment, où il demande aux gens, limite, de tuer les homosexuels, quoi. Ça a été jusque-là. Là, par contre, c'est après, on est longtemps après sa période de Ah, ils ont tenté de le rappeler aussi, hein. Oui, je sais qu'il il avait déjà commencé ça, hein. Ben... il a enterré Triple H à WrestleMania 12. Oui. La WCW l'a rappelé aussi. Ouais. Donc, parce que comme le mec était un nez, on essayait quand même. Mais c'est qu'à chaque fois, il faisait des no-shows et tout ça. Et derrière, il a qu'on s'appelle un visage public catastrophique. Et je rappelle aussi, quand on dit que le mec est taré, le mec ne s'appelait plus Joey Louis. Hein. Il s'appelle Ultimate Warrior. Le gars, sur ses papiers américains, c'est écrit Ultimate Warrior, hein, je vous précise. C'est un truc de dingue. C'est quand même fou, ça. Hein. Et moi, c'est tout, en fait, ce qu'il a fait, parce que on sait que les trucs homophobes, mais je pense même misogyne, misogyne et raciste. Il a tout cumulé. Et le mec, quand il revient à la WWE, on en fait, il a le Warrior Howard. Non, mais il y a eu un truc avant ça qui est encore plus drôle, c'est parce qu'ils ont fait un DVD à charge sur lui aussi. Un DVD, c'est The Self-Destruction of Ultimate Warrior, donc je vous conseille d'aller voir ce DVD, où c'est 2 heures où il le mitraille à la sulfateuse. Ouais, il y a que la dernière phrase, je crois. Je crois qu'il y a que Christian qui met une petite phrase un peu gentille dessus. Ouais, il le tue pendant 2 heures. Il le tue pendant 2 heures, il n'y a pas un truc positif. Et là, ils arrivent à se mettre en négociation, le faire ramener, et ça amène sa mort, ce qui est très bizarre, comme on a dit. Ouais. Et derrière, ils essaient de nous faire du révisionnisme WWF comme ils ont tant fait. Peut-être que t'en parles dans tes numéros, j'en ai aucune idée. Tu les connais pas. Et ils essaient de le Warrior Award pour le donner à des gens qui ont eu du courage, qui ont sauvé des vies, des machins comme ça. Donc, le principe de faire ce genre d'award pour les relations publiques, c'est intéressant. Mais le nom utilisé pour ça, je trouve que c'est quand même une putain d'hypocrisie. C'est incroyable. C'est comme utiliser le nom de l'ancien, c'est Chad Gaspard qui est mort. Je confonds toujours le oui. de. Là oui, c'est génial. Là, oui, le mec a sauvé son fils. Ça lui donne ça lui permet de garder ce souvenir de cette personne. Mais Ultimate Warrior, c'est une honte. Et ça, c'est un truc, ça me débecte. Pour moi, je sais pas si tu l'as mis dedans, mais c'est comme quand il voulait faire la bataille royale de Mae Young. Non, j'ai pas mis. Ah voilà. Ou alors en fait, elle a été un monstre avec les femmes, avec les lutteuses de l'époque. Un monstre complet. Je vous conseille d'aller voir le Dark Side of the Ring autour. Ouais, c'est horrible. Et là vous verrez. Alors, et du coup, ouais, c'est un peu le même principe. Heureusement qu'il y avait eu un bashing pour le retirer. Ouais, parce que sinon c'est une catastrophe. Ah non, parce qu'en fait, maintenant tout sort. On peut plus le cacher. Et heureusement, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Et heureusement. Mais je trouve que l'ère autour des catcheurs aujourd'hui est plus saine. Bien plus, c'est là où même le Taker a dit qu'il s'était trompé, il avait parlé vachement à chaud en disant qu'avant, là maintenant c'est des pauvres gamins qui jouent aux jeux vidéo, avant nous on avait des bandits. Ouais, mais ne t'en vante pas en fait. C'est mieux. C'est mieux maintenant. C'est mieux parce que dans l'ère actuelle, peut-être que Voldemort serait toujours en vie aujourd'hui et il aurait été traité différemment pour ses problèmes qu'il pouvait avoir au cerveau. Exactement. Donc c'est aussi tous ces coups de chaise qu'il a pris dans la tête qui n'ont certainement pas aidé à faire la chose innommable qu'il a fait ensuite. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est un sujet ultra passionnant. Je pense qu'on le traitera complètement. Oui. Parce qu'il y a des mecs qui l'ont très bien fait et qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais on parle de Chris Benoit. Mais c'est une affaire plus complexe que ce qui n'y paraît. Bien sûr. On passe au niveau suivant. Vas-y. Allez, on passe au niveau suivant. Allez. Très intéressant quand même ces petits apartés sur le Warrior. J'ai essayé vraiment de prendre des choses qui peuvent te plaire. Les amis, 12. Les amis, je lirai le 12 que quand vous vous êtes abonnés. On y va ? On y va. Allez, j'espère que c'est fait. Ça prend un clic, les gars, ça prend 2 minutes. Et c'est gratuit. Exactement. Alors ça, j'aime beaucoup. Là, on est un peu plus dans le fun. Dans le fun, mais c'est surtout que c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça. C'est que la WWE a quand même réussi à un Rumble à faire siffler Rey Mysterio et The Rock le même soir. Oh putain. Non, en fait, on n'est pas dans le fun. Oh mon dieu. C'est quand même est-ce que tu trouves que pour l'instant, les 3 numéros que t'as tirés, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Ah, moi j'aime bien. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Donc, on parle du Royal Rumble 2015. Où c'est Roman Reigns qui gagne. Et en fait, c'est lié au booking de Roman Reigns, où, à l'époque, McMahon voulait que ce soit lui, quoi qu'il arrive. C'est lui et pas un autre. Lui et pas un autre, donc du coup, on va vous le forcer dans la gorge au plus profond. J'allais pas dire dans la gorge, moi. Dans tous les amis, si tu préfères. Désolé les amis, mais là... Oh mon dieu. Mais la première rivalité, quand il est en solo, c'est pas face à Big Show.
Si, probablement. C'est une catastrophe. Mais tout, c'est juste, en fait, c'est le cliché. Il en a tenté de faire le cliché du gros face. Le mec était une brute. Les gens le voulaient. Je rappelle que les gens le voulaient à WrestleMania 31. Dans ce Rumble-là, où Blutista gagne, les gens, dans ce Rumble, voulaient que ce soit Roman Reigns qui gagne. Mais, donc, on est quoi, 1 an avant? 2 ans avant? On est 1 an avant. 1 an avant, ok. On est 1 an avant. Les gens le voulaient. Ah ben non, c'est WrestleMania 30 que les gens voulaient Roman Reigns. Voilà. Excuse-moi. À WrestleMania 30, les gens voulaient Roman Reigns, Batista Guillén, Daniel Bryan, tout ça. L'année d'après, ils font gagner Roman Reigns le Rumble pour aller affronter Lesnar. Les gens commençaient déjà à se poser des questions. Et dans ce match, les gens sont heureux de voir Brock Lesnar dégommer Roman Reigns parce qu'ils se disent le gars n'a pas sa place en main event à ce moment-là. Heureusement qu'il y a cash-in de Seth Rollins et tout ça. Et l'année d'après, il est champion du monde, Roman Reigns. On fait défendre son... Ah non, c'est pas... Bah si. Si, je dis des bêtises. Alors, excusez-moi, là, j'ai plus la timeline. Parce que c'est un Rumble qui gagne. Donc, oui, c'est doit être 32. Et c'est pour 33. Ah, non, c'est le 31. Non, je dis ça, c'est le 31 qui font tous siffler. Et que les gens le voulaient pas face à Brock Lesnar. Alors, dans le Rumble, je crois qu'il y a Daniel Bryan qui se fait éliminer très rapidement. Non, il n'est même pas dans le Rumble. Non, je crois qu'il se fait éliminer. Je sais plus, mais parce qu'il me semble que les gens l'attendent en 30e position, alors que c'est impossible. Oui, mais parce qu'il perd contre Bray Wyatt dans l'opener. C'est ça. Et les gens l'attendent dans le Rumble. Il vient jamais. Il est pas là. Et en 30e, c'est Rey Mysterio. Rey Mysterio qui s'est quasiment jamais fait huer de sa vie. À part un peu en 2006. On y reviendra un jour dans une de nos émissions. C'est lui qui rentre, il se prend un bashing monumental. Les gens veulent Daniel Bryan. C'est ça. Mais c'est 2 fois où ils font humer The Rock. Oui, oui. Parce que The Rock le font de nouveau intervenir avec Roman Reigns plus tard. Hein. Oui, oui. Mais là, moi, je me rappelle que c'est pas après que justement, au même Rumble, il vient aider... Non, je crois que c'est celui d'après où il y a The Rock qui vient. Et du coup, ils ont réussi. Là, quand The Rock vient aider Roman Reigns, les gens huent The Rock. Oui, mais ça, en fait, c'est Rey Mysterio qui se fait huer à 31. Ouais. Pour que Roman Reigns gagne, mais parce que je me souviens de l'intervention de Rousseff qui est pas éliminé. Oui. À 32, tout ça, tout. Non, mais donc c'est tout dans le même Rumble, genre. Moi, il me semble que c'est dans le même Rumble. Mais en fait, comme j'ai pas voulu que Messiah prépare, oui, donc c'est pour ça que je me perds dans les timelines. Si la timeline. Je sais que Roman Reigns en Rumble, ça a été une catastrophe. Mais quelle que soit la date, c'est quand même incroyable de se dire que la WWE a réussi à faire siffler Rey Mysterio et The Rock à cause de Roman Reigns. Ouais, mais même, je me souviens du Rumble où Nakamura gagne, il est face à Roman Reigns à la fin, les gens font une bronca tellement ils veulent pas Roman Reigns. Ah, ils veulent. En fait, Roman Reigns face, ça a jamais marché. C'est un miracle que le Covid et le Tribal Chief a tout changé. Ouais, enfin, il y a aussi sa période de maladie. Qui a aidé dans sa sympathie, mais souviens-toi que quand il revient de maladie, où on le fait affronter Baron Corbin avec la bouffe pour chien et tout, et qu'il affronte aussi Drew McIntyre, il se fait huer. Ouais, alors que les gens savent qu'il est malade, mais il se fait quand même huer parce que le booking n'est pas possible. Oui, parce que c'est n'importe quoi. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, on était beaucoup à se dire ça. Le mec est une brute infinie. Roman Reigns, il est beau, il a un physique de Golgoth, et on le fait, le face faible qui se fait taper dessus, qui essaie de revenir. Alors il aurait dû démonter les mecs. Voilà, c'est ça. Il aurait dû avoir un booking à la Goldberg. J'ai pas osé le dire parce qu'on va dire que je parle toujours de Goldberg. Mais c'est un peu ça. Un booking, ou à la Brock Lesnar, un booking de mec fort. Et en fait, il a jamais eu un booking de mec fort en face. Donc, on a toujours eu l'impression qu'on nous carre dans la gorge. On le fait toujours affronter les heels de seconde zone pour essayer de le monter. Sauf qu'en fait, ça l'a desservi. La gueule à Vince McMahon dans les vestiaires, dans la Gorilla Position que The Rock se faisait siffler, elle aurait dû valoir. Je pense qu'elle valait cher, quand même. Elle valait cher en disant. Parce qu'il s'attendait jamais à ça. Mais pourquoi il eut tous ces cons? Ouais, c'est ce qu'ils veulent, il y a The Rock. Non, mais c'est intéressant parce que ça, je m'en souviens, ça m'a marqué, quoi. Ouais, désolé pour le bafouillage des années, mais on est un peu dans cette idée-là parce qu'en fait, ça arrivait plusieurs fois. Et puis de toute façon, l'année. Je sais plus si tout arrive en même temps ou un peu divisé, je suis désolé. L'année est pas grave. Entre guillemets, dans le sujet, c'est vraiment avoir réussi à faire huer The Rock. Et Rey Mysterio. Donc c'est dans le thème. Et comme quoi, le moment où ils ont eu les couilles de le passer heel, et ils ont créé enfin la vraie star WWF. Et c'était bien. WWE, pardon. C'était pas mal. Hein. Bah, même encore maintenant, c'est celui qui est le plus pertinent. C'est l'un des plus pertinents. C'est clair. Même si justement, il y a un petit truc sur la Bloodline un peu après. Ah, ça m'arrange parce que peut-être que justement, j'ai une populaire opinion. Eh ben, on va en parler après. Bon. On reprend un ticket. J'espère que ça vous plaît. Je reste que dans le même chiffre. Je fais pas exprès. Je suis au 13. On les remélangera un petit coup. Ouais. Alors là, c'est une idée, je pense que c'est même l'un des pires trucs que la WWE a fait. On est après la mort d'un catcheur. Et ils interviewent sa femme juste c'est après. l'interview de la veuve de Brian Pillman. Comment tu peux avoir l'idée de faire ça?
je sais pas, ça va tellement bas. Bah là, on est dans le contexte, on est en pleine attitude era. Donc déjà, c'est le booker, c'est l'idée de Vince, Il y avait Vince Russo dans le tas, oui. Alors Brian Pillman, il y en a plein qui ont fait des podcasts dessus que je vous conseille d'aller écouter. C'est aussi un énorme esprit du catch, un miraculé. Ah, il a eu un cancer quand il était gamin. Plusieurs. Ouais, plusieurs au niveau de la gorge. De la gorge, c'est ce qui lui donnait sa voix exceptionnelle. Ouais. Un précurseur, c'est même plus un précurseur, hein, c'est un des premiers gros high flyers nord-américains qui a cartonné. Puis il était beau. Surtout en loose cannon, quoi. Ouais. C'est Kurt Cobain du catch, quoi. Ouais, c'est ça. Il est sublimissime. On va pas rentrer dans les détails, mais il est exceptionnel. Mais il y a eu un drame parce qu'après avoir réussi à baiser son patron, parce qu'il a quand même baisé Eric Bischoff à la WCW, il est parti à la WCW pour se faire embaucher à la WWF. Il a eu un drame et en même temps un miracle. Le drame, il a eu un accident de bagnole qui a fait que sa cheville a fini shattered, explosé en 1000 morceaux. La WWE le signe quand même, sauf qu'en fait ça a détruit son catch. Il peut plus catcher, pareil. Il peut plus voler. Il peut plus voler. Le mec, il est devenu accro aux médicaments, tout ça. Il avait dans sa vie privée, justement avec sa femme, il s'occupait de tous les enfants de sa femme. Parce que c'est important de savoir, quand on dit que souvent les catcheurs sont accros à la drogue, c'est pas qu'à la drogue, c'est souvent aux painkillers. Et lui, c'était les painkillers. C'est les médicaments qu'on leur donne justement pour combattre la douleur, qui maintenant sont un peu moins présents, parce qu'on en entend moins des catcheurs accros aux médicaments, mais à l'époque, dans les années 90, c'était la folie. Là, c'était la folie, ouais. Surtout que le pauvre, dans les années 90, une blessure comme ça se soigne pas comme maintenant. Et à l'époque, je pense que les médecins ils lui ont dit, tu catches plus, point barre. Aujourd'hui, il catche plus. Aujourd'hui, il catche plus. Il l'aurait gardé peut-être à l'antenne, voilà. Aujourd'hui, il catche plus. Et le miracle de sa vie, on le signe quand même, sauf qu'en fait, ça a tout coupé les herbes sous le pied. Et en fait, on sait qu'il a eu des gros problèmes dans sa vie privée. Il dormait dans la cave, je crois, avec son ex-femme. C'était pas mal de trucs, on va pas rentrer dans les gossips. Et il meurt. Tragiquement, c'est l'un des premiers qui est mort en étant pertinent. En étant pertinent et en étant encore à la télé, voilà, tout ça. Et là, je comprends pas cette décision, quoi. C'est essayer de surfer. C'est vraiment l'attitude era. Donc ça veut dire tout ce qui est le plus crasse, on va s'en servir en fait pour faire du buzz et même que ce soit du bad buzz. Et je pense que c'est là où la phrase de McMahon, elle était le plus souvent utilisée en disant il n'y a pas de mauvaise publicité. Tant qu'on parle de toi. Il y a que la publicité. Tant qu'on parle de toi, c'est une bonne chose. Mais c'est ce qu'on voit beaucoup, malheureusement, avec les influenceurs de maintenant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, aller directement interviewer la veuve, elle vient d'apprendre le jour même que son mari est en direct à la télé. Et en direct à la télé, donc c'est la pitié absolue, je suis désolé, tu l'as vu? Regardable. Oui, je l'ai regardé. Et ça fait mal au cœur, quoi. La pauvre, elle sait pas quoi répondre, l'intervieweur se permet de poser des questions où il y a même pas de réponse en fait. Cette interview n'a aucun sens, quoi. Il y a aucun, tu peux rien tirer de positif de ça. Tu penses que c'est le pire segment, c'est dégueulasse de dire ça, mais la pire chose qu'il y a eu à Raw? Pour reprendre. Parce que là, c'est même pas du booking, c'est. Pour reprendre le Meltzer Award, la tactique promotionnelle la plus dégueulasse de l'année, je pense que facile elle est top 3. Ouais, de tout le listing, je pense qu'elle est top 3 parce que c'est quand même immonde de faire ça. Ouais. La pauvre. Ouais, c'est dramatique. Mais je trouve qu'il y a un happy end un tout petit happy end, c'est que son fils aujourd'hui, il est catcheur. Il est catcheur. Bon, désolé, je vais être méchant, mais il a même pas une once du talent de son père. D'accord. Donc c'est Brian Pillman Jr. Ouais. Maintenant il s'appelle NXT Lexis King. Et par contre au niveau personnage j'ai l'impression qu'il s'amuse. Moi j'aurais pas NXT, mais de ce que je vois j'ai l'impression que le mec s'amuse. Mais par contre in-ring il n'aura jamais le talent de son père. Ils l'ont beaucoup utilisé à la WWE parce que de base il vient de la WWE et ça a été très 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 laborieux. Mais ça permet de faire continuer un petit peu le nom de Pillman. Oui. Et peut-être parce que quand on pense à Brian Pillman, cette interview, sa femme, elle revient énormément. Là aujourd'hui, quand tu penses à Pillman, tu penses que son fils il est catcheur pour la jeunesse. Ce qui est bien, c'est qu'aussi il y a beaucoup de catcheurs qui ont fait pour lui dans l'image, par petite subtilité. Par exemple, tout le monde adore CM Punk, ou beaucoup de gens. Son springboard clothesline qu'il fait, c'est le finish de Brian Pillman. D'accord. C'est le Air Pillman. Les gens qui sont fans de catch le savent. D'accord. Donc il y a pas mal de trucs comme ça où Pillman a laissé son empreinte. Et même c'est le premier gros twinner où il est ni face, il est juste taré. Mais quand il joue le personnage de Loose Cannon à la WCW, et à la ECW, c'est intéressant. C'est ultra intéressant. C'est comment casser le kayfabe de manière intelligente, on va dire. Ouais. Parce que là,
quand on a parlé de Rousseau, je parlais de casser le kayfabe de manière très négative. Le Brian Pillman, c'est casser le kayfabe de manière très positive, où le gars, il est face aux plus gros smart de l'époque, les fans ECW, il arrive à les manipuler dans la main et jouer avec eux. Ah, il était très fort. Très, très, très fort. Et vraiment, comme tu dis, il est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu vois, je pense qu'on n'aurait jamais fait, parce que, d'émissions complètes sur Brian Pillman, parce que, voilà, ça a déjà été fait aussi. Ça a déjà été fait, mais je suis content d'avoir pu en parler avec toi. Un petit peu, ouais. Alors, je te demande, tu retires un numéro, juste ne tire pas le 6, parce que sinon on se met une balle. Ok, je vais le mettre de côté si c'est le 6. Si c'est le 6, tu le mets de côté, on en reparle tout à l'heure. Bah, j'aime bien rester dans la quinzaine, on est au 16. Alors là, je pense que tu vas pouvoir en parler rapidement parce que tu en as déjà parlé énormément. D'accord. C'est la fameuse gimmick des métiers de la WWE en 95. Bah, on en a même parlé. On en a déjà énormément parlé, t'en as déjà parlé, mais je pouvais pas savoir que t'allais en parler, ouais, sur le premier on en parle souvent, donc on va juste résumer. C'est juste qu'en 95, McMahon essaye, il a lancé sa nouvelle génération un an et demi plus tôt. Il a fini le procès des stéroïdes et en fait, donc, du coup, il s'est dit, je peux plus avoir les physiques de monstres de l'époque. Je peux avoir des gros tas de merde à la Yokozuna, désolé. Pas péjoratif. Pas péjoratif, c'est juste gros sac. Ouais. Donc des gabarits de porc, mais très impressionnant du coup. Ah ouais. Avoir des catcheurs un peu plus techniques, Bret Hart, mais il me faut on va dire du filler pour combler mon show. Et donc du coup, il s'est dit en gimmick, on va prendre des métiers. Je sais pas d'où l'idée. Est-ce que tu penses que c'est pour permettre aux gens plus facilement de peut-être de s'associer aux gens. De s'associer, ouais. Je sais pas mais en fait, c'est nul. C'est la pire période de l'histoire. C'est la pire période de la WWE. C'est l'une des pires périodes. Alors que derrière, en fait, le truc, c'est qu'il y avait les mecs de la clique, que ce soit des mecs charismatiques. Bah, c'est ce que tu dis tout à l'heure. Il y avait des énormes catcheurs que eux, en plus, n'avaient pas ces gimmicks-là. Donc en fait, on arrivait à voir le gap entre les low carders avec leurs gimmicks à chier et les pré-main eventers ou les upper mid carders pour des gimmicks de fou où les mecs ce sont des gens. Tu vois, ce sont des personnages. Mais c'est même plus, c'est au-delà des personnages parce qu'on se rend compte que ce sont eux. Ouais. Et c'est là où tu t'attaches plus facilement au catcheur. Tu penses à Scott Hall, par exemple. Je pense à Scott Hall. Je le savais. Voilà. Et Razor Ramon. Razor Ramon, voilà. Donc, et il aurait dû surfer plus sur ces mecs-là que tenter de mettre en avant de la perte de temps, quoi. Ouais. Vraiment, c'est de la perte de temps. Et en plus, il y avait, quand je dis, il y avait les métiers, mais il n'y avait pas que les métiers. Il y avait des gimmicks qui étaient hors du temps, qui étaient des gimmicks des années 70-80. Les Mentors, les Max Moon. Les Mentors, les Damien Demento, des choses comme ça. Mentor, c'est le catcheur qui rentrait avec, il avait l'étoile juive sur les fesses. Non, ça c'est, pas Mentor, c'est après? Ça c'est, Barry Horowitz. Ah oui, Barry Horowitz. C'est un job. Moi, non, Mentor, c'est celui qui venait, c'était la bête de la préhistoire. Ah oui. Il est venu qu'une seule fois avec la tête de taureau. Et après, il venait, c'était juste un gros avec du maquillage et de la moumoute, quoi. C'était n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a Max Moon, on fait venir Conan du Mexique, qui est l'une des plus grands, des mecs les plus influents du Mexique. On le déguise avec des capes de vélo, quoi. J'exagère à peine. Heureusement qu'il a pris un coup de pied au cul quand même avec la WCW. Et pourtant, la WCW, à cette époque, fait partie de ce marasme, parce que faut pas oublier que eux, ils avaient le Dungeon of Doom. Oui, ça, j'en ai parlé dans une de mes émissions. Je pense que c'est les stars de la WCW où je dis, vous pouvez aller voir, hein, c'est les premiers shows de Nitro. C'est de la merde. En fait, c'est la révolution de la NWO qui a fait que ça a changé le monde du catch et qui a réveillé McMahon derrière. Oui. Et puis, il y a eu Steve Austin. Et il s'est retrouvé Vince McMahon. Steve Austin arrive dans cette période de marasme, mais je rappelle que sa gimmick où il arrive en étant signé, c'est le Ringmaster, où il est managé par Ted DiBiase, et c'est nul à chier, et ça marche pas. Hein. Mais de toute façon, ce qui lui permet de sauver Vince McMahon, c'est aussi peut-être le Montreal Screwjob, parce que ça le rend ça le fait top heel, et justement, t'as envie de le voir se faire péter la gueule. C'est ça, et le fait qu'aussi, à l'époque, quand il avait vraiment des bons catcheurs, il leur laissait le côté créatif. Ouais, et les mecs pouvaient être eux-mêmes. Parce que, oui, dans toute l'époque dans toute la PG era jusqu'à maintenant, beaucoup de catcheurs ont le potentiel d'être des stars de ouf et on le voit, mais sous l'égide McMahon et des scripts ne peuvent rien faire. Ouais. L'exemple le plus connu, parce que c'est la plus grande star de l'AEW actuellement, l'une des plus grandes stars, top 3, c'est Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose. Dean Ambrose n'a jamais marché à WWE parce que le gars, les scripts, ça lui pétait les couilles. N'a jamais pu être lui-même. Voilà. Et le seul mec où il ne marche pas sous un script, mais comme il a l'image, le name et Paul Heyman, c'est Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar, plus tard, quand on l'a laissé faire ses promos quand il est en cowboy, c'est exceptionnel. Mais le mec, si on lui donne un script, il sait pas faire.
Mais Cody Rhodes, là, en ce moment, actuellement, c'est lui-même, quand même, je pense. Bah, Triple H, je pense qu'il laisse la marge au main eventer. Ça se voit dans les promos de CM Punk et Seth Rollins. Ouais, ils sont un peu là. Drew McIntyre, Drew McIntyre, il vient et lui, il a même pas des textes. Hein. Tu penses que c'est Seth Rollins qui choisit ses fringues? Bah, c'est la créative qui le fait pour lui et Becky. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais. Oui, mais pour moi, ça fait partie des trucs qui ont un peu sauvé sa carrière. Et puis ça fait partie de ces personnages. Alors, on va passer au sujet suivant, au numéro suivant. Juste, dans les commentaires, moi, si cette émission vous plaît, donc il faut que vous le dites, les amis, dans les commentaires, j'ai envie qu'on en fasse une par saison de cette émission un peu chill. Un peu vrac, ouais. Un peu vrac de tout. Et je compte sur vous pour nous donner des sujets. Très important. Pendant que Messiah tire le numéro, je vous laisse aller vous abonner. Allez, vas-y, Messiah. Yes. Pas le 6, hein. Pas tout de suite, du moins. Le 4. Le 4. Alors là, c'est presque pour ce point-là que j'ai fait cette émission. Ouh là là. Il n'y avait pas moyen de faire gagner Santino Marella à l'Elimination Chamber. Oh putain. Alors là, on va parler d'une petite anecdote où je t'envoie un message à 4h du matin. Alors on va faire un tout petit peu de vie privée. On a regardé énormément de shows de catch ensemble. Oui. Mais pas celui-là. Je sais pas pourquoi, il y avait peut-être une raison. Non, je l'ai regardé tout seul. Et je suis en train de dormir à 4h du matin, je reçois un message. Putain, ils vont le faire, c'est con. Ils vont faire gagner. Oui, ils vont le faire, c'est con, en me parlant de Santino Marella à l'Elimination Chamber. Donc c'est avant WrestleMania 28, si je dis pas de bêtises. Parce que le champion du monde de l'époque, c'est le champion du monde du poids lourd, c'est Daniel Bryan. Ouais. Qui est dans sa période avec Edge Lee, tout ça. Et justement, derrière, il perd son titre en 18 secondes. Qui le réinvente complètement. Et Santino Marella est dans l'Elimination Chamber. Donc tout le monde connaît Santino Marella, catcheur comique, pratiquement uniquement comique. Uniquement utilisé comme comique. Et c'est limite, pour faire un parallèle, ils auraient pu faire une Coffee Mania comme ils ont fait des années d'après. Surtout qu'en plus, c'est face au même adversaire. Ouais. Et je regarde ce match. Dedans, il y a des gros noms. Bah, il y a des noms un peu prometteurs. Il y avait Drew McIntyre, l'ancien Drew McIntyre, Wade Barrett, Big Show, Santino Marella, Daniel Bryan, et j'ai plus le dernier. Peut-être, les amis. C'est peut-être Dolph Ziggler, mais j'ai un gros doute. Je sais plus c'est qui le dernier. Non, c'est Cody Rhodes, je crois. C'est Cody Rhodes en heel. Et du coup, c'est un bon chamber demi-card, du coup, parce qu'en vrai, il n'y a pas à part le Big Show, qui est ancien, on va dire, il y a que des stars un peu montantes, Upper Mid-Card, tout ça. Je trouve le match très bon, et là, je vois l'utilisation de Marella, il est combatif, il essaye, il s'en prend plein la gueule et tout ça, et il se retrouve en finale du Chamber face à Daniel Bryan, et là, je me dis, mais attends, ils vont pas le faire, quand même. Et en vrai, plus le match avance, plus j'avais envie que ça arrive. Mais je vous dis, il résiste plusieurs fois à la Bell Lock, il y a la Yes Lock, il se défend, il combat, il résiste aux prises et tout, et à la fin, il abandonne quand même. Mais tout le long, ils ont réussi à me faire croire que Santino Marella aurait pu devenir champion du monde en 2010. Est-ce que tu penses qu'ils auraient dû le faire gagner pour le faire perdre le lendemain, ou est-ce que c'est bien comme ça qu'il n'ait pas gagné? Non, pour moi, en vrai, à la fin du match, j'étais convaincu qu'ils auraient dû le faire gagner et lui faire perdre le titre le lendemain. Vu ce qui était prévu à Mania, de faire la patate chaude de 3-4 changements de titre en 2 mois, ça aurait pas été grave. Oui, surtout qu'il perd le titre en 28 secondes après. Et surtout, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout pour lui, pour remercier par rapport à toute sa carrière, parce que Santino Marella, mine de rien, c'est un gros. Au niveau merchandising, il a vendu énormément. Il était divertissant à la télé toutes les semaines. On va dire, le seul point noir du comique qui était chiant, c'est Santina Marella. Moi, j'aime pas. Ça, c'est une très mauvaise utilisation pour moi. Parce que ça rabaisse la carrière, les féminines. Ouais, c'est ça, la division féminine. Mais il a fallu du temps à la WWE pour se rendre compte que les catcheuses pouvaient catcher. Ouais. Avant, c'était juste des putes. Bah, je voulais pas dire le mot là parce que. Ouais, non, mais quand on voit Sable, il y a pas d'autre mot. Mais c'était vraiment juste ça. Alors que, par contre, tu vois, moi, j'ai toujours été moins intéressé par le catch féminin, mais je trouve que l'utilisation des femmes aujourd'hui dans le catch, c'est quand même vachement plus intéressant. C'est très bien. Moi, j'ai pas le temps de tout regarder, comme je vous dis, mais quand je vois des passionnés me parler de Joshi Puroresu, donc le catch japonais, je tombe de temps en temps sur des matchs ou des clips. C'est exceptionnel, hein. Même ce qu'ils ont fait avec certaines catcheuses à NXT. Oui. Avec Bayley et je crois. La vraie révolution féminine avant qu'ils en fassent de la merde dans les rosters, mais non, mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est une bonne utilisation. Ça aurait pu être un de mes points d'ailleurs, l'utilisation des femmes à la WWE qui était 4. Parce que bon, je me rappelle quand même de Stacy Keibler pour se faire embaucher par Vince qui lui danse autour et à la fin elle finit par mettre ses jambes autour de sa tête ou un truc comme ça. Il a la vue sur sa. Qui est devenu un mème, hein. Mais c'est catastrophique. Les têtes de McMahon de ce segment-là sont devenues des mèmes, on vous dire.
Non mais ouais, mais Santino, ça, moi ça reste un de mes. En plus, tu vois, c'est un souvenir marrant entre nous. Tu vois, ce petit message à 4h du matin, ils vont le faire gagner ce con. J'ai dit, il va gagner ce Il con. va gagner ce con. Allez, le numéro 7. Le numéro 7. Alors là, il essaye de pas rentrer trop dans les détails. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de la WWE d'avoir laissé partir Hogan et Macho Man à la WCW? Est-ce que c'est ce qui leur a permis de se créer une concurrence? De créer une concurrence? Je pense pas que c'était pour. Je pense vraiment que McMahon à l'époque, il se rendait compte que Hogan, il était en fin de course. Ouais. Et que les gens, ils commençaient déjà à le huer à la WWF, hein, faut pas l'oublier. Donc pour lui, il y voyait pas de truc, même s'il savait que c'était une immense star. Il le pensait fini. Il le pensait fini, il pensait pas que le fait de l'avoir recruté, ça allait créer une concurrence aussi forte. Et Macho Man, ça reste toujours une énigme par rapport aux polémiques, par rapport aux rumeurs. L'histoire avec Stéphanie. On sait pas. N'en parle pas, parce qu'on n'a pas de source. Voilà, et on saura jamais, et parce qu'en fait, lui, par contre, il avait encore beaucoup à donner, et il l'a mis aux commentaires, quoi. Et que lui, toutes les semaines, il dit laisse-moi catcher, il proposait des programmes toutes les semaines, et justement, il voulait faire monter Shawn Michaels, qui était l'amour de McMahon. Et Macho Man a dit laisse-moi bosser avec lui et tout, il n'a jamais voulu. Tu penses que c'est bien parce que c'est court finalement, c'est cool, mais est-ce que tu penses que Vince, même encore aujourd'hui, il a pas un regret de pas avoir pu faire la paix avec Macho Man? Je pense parce qu'il était vraiment très proche. Il en parle, il en a parlé plusieurs fois. Avec les larmes. C'est peut-être l'une des seules fois où on l'a vu vendre hors kayfabe. Donc ça veut dire vraiment de vendre ses émotions parce qu'il ne vend jamais. Je me rappelle que ce type-là, il se casse les deux genoux en rentrant dans le ring. Il repart debout. Il ne crie pas, il ne vend pas et il dit on donne pas d'ambulance quoi. Et le mec quand même sur Macho Man, il a quand même pleuré devant les gens. Quand il est mort. C'est le décès de Macho Man. Ouais. Donc on saura jamais, mais je pense que pour lui, il s'attendait pas à ce que ça lui crée une concurrence aussi forte et que Turner lui mette autant de puissance face à lui. Ouais, il pensait pas en fait, il pensait laisser partir deux catcheurs terminés, enfin, qui pour lui était fini. C'est ça. Mais Hulk Hogan s'est réinventé et Macho Man a catché quasiment et jusqu'à la fin. Et encore, en fait, le truc, c'est que c'était un énorme coup de business de Bischoff parce que, en fait, ça a marché niveau pognon tout de suite, Hogan, même si le public n'en voulait pas. Oui. Mais ça a marché tout de suite. Oui, parce que, alors, on rentre pas trop dans les détails, mais parce que Bischoff avait dit à Ted Turner, Ted Turner avait dit à Bischoff que si tu fais des économies, si t'arrives à faire financièrement que la WCW soit moins un marasme, c'est ce qui lui a permis de le laisser embaucher Hogan. Voilà, il lui dit qu'est-ce que tu veux en cadeau? Je veux Hogan et Macho Man et l'autre. Voilà. Il avait J'ai plus le nom de la personne qui a poussé Bischoff à embaucher Hogan. L'idée ne vient pas de Bischoff. D'accord. Ah, ça c'est pertinent. Ouais, il s'est dit dans un des deux, dans le DVD WCW Rise and the Fall of WCW. Et je n'ai plus le nom de ce qu'on s'appelle oui, cette personne, ce booker. Je sais plus si c'était un booker ou un officiel qui lui a dit Bischoff, il faut que tu signes Hogan. Et j'ai le visage du bonhomme, j'ai sa tête, mais j'ai plus son nom, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. Mais c'est intéressant, tu vois. Ouais. Vas-y, je te laisse partir au suivant parce que c'est lequel que si je le vois, je le mets de côté? Le 6, tu le mets de côté pour l'instant parce qu'on va attendre encore un petit peu. Le 11. Alors là, pareil, je pense que tu vas pouvoir. C'est Linda McMahon en chaise roulante. Tu te rappelles de cette gimmick? Ah, cette gimmick. Enfin, c'était pas une gimmick, c'était une storyline un peu longue. Cette storyline. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Même si ça va trop loin. C'est l'image de, ça, c'est vraiment le dégueulasse Vince, quoi. C'est c'est l'attitude des rats. C'est du soap opéra au plus haut point. Et là, c'est parce que là, c'est une histoire de coucherie. Ma femme, ma maîtresse et... C'est ça. Et derrière, mon fils qui veut défendre l'honneur de ma femme. Donc, Vince McMahon. Alors, tu me dis si je dis une connerie, hein. Vince McMahon trompe Linda avec Trish Stratus. Linda le découvre et en le découvrant, elle fait une attaque cérébrale ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je sais plus, c'est à cause de décisions que Linda prend contre son mari dans la rivalité avec Austin, fait que McMahon a plein le cul et il demande le divorce. D'accord. Et en le demandant à la télé, I want the divorce. Ouais, donc c'est Vince qui le demande. C'est Vince qui lui pousse et qui le demande, et en fait, ça fait un choc émotionnel à Linda, et elle se retrouve alitée. D'accord. Voilà, en fait, ce choc à la télé où elle se prend ça dans la gueule, et c'est ce qui la bloque. Et lui, il se dit, elle est bloquée, et je vais la pourrir. Parce que du coup, il dit, je vais pas divorcer, mais j'ai pris quelqu'un pour m'occuper de toi. Et c'est Trish Stratus, et là, tous les segments sont horribles, où il lui roule des palois à pleine langue, ignoble à la télé, sur le stage, elle est assise sur sa chaise roulante, il roule
Elle le joue bien. Hein. Bah elle reste sans bouger. Elle le joue vachement bien. Elle arrive à ne montrer aucune émotion, à montrer comme quoi elle est morte. Elle aurait pu faire le remake américain d'Intouchable, elle, tu vois, par exemple. J'avoue. Et derrière, on voyait des segments dans leur maison où il vient ramener des chocolats et des bouquets de fleurs, mais comme elle réagit pas, bah du coup elle les prend pas, il lui retire des mains, il les donne à Trish, et ça emmène Trish face à Stéphanie, et ensuite Shane qui veut défendre le nom de sa mère parce que c'est plus possible, et qui donne ce match ultra fun quand même à WrestleMania 17. Entre les deux, entre Vince et Shane. Ouais, entre Vince et à un moment, elle se lève, c'est là où elle se lève et elle lui met une tarte dans la gueule à Vince. Non, elle lui met un coup dans les couilles. Un coup dans les murs. Ouais, elle lui met un coup dans les mais c'est à WrestleMania qu'elle se relève. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec Mick Foley en arbitre spécial. Ça te manque pas toutes ces storylines? Non. Non, on a passé l'époque. Hein. C'est mieux maintenant quand même. C'est mieux. Sur ça, je trouve que ça allait trop loin. C'est pas le fait qu'elle soit en fauteuil, comme tu dis, c'est pas le fait qu'elle soit en fauteuil roulant, c'est tous les trucs à côté avec Vince et Trish. Ouais, c'est un peu trop, comme je dis, du soap opéra, c'est comme je le dis souvent, c'est TF1, c'est du cul. Ouais, du cul. Voilà. Parce que là, c'est vraiment l'utilisation de Trish Stratus, c'est peu après où il l'a fait marcher comme un chien en ring. Hein. Mais tu sais qu'elles sont ressorties ces images de Linda récemment. Ouais. Parce que comme elle a une carrière politique, et qu'en France on a parlé d'elle dans la carrière politique, c'était ces images-là qui étaient ressorties à la télé française. Bah c'est là où elle a eu un run télé vraiment très suivi. Non, je parle pas de Trish, hein. Je parle de Linda. Je parle de Linda aussi, mais c'est son run à la télé le plus long, parce qu'elle faisait que des apparitions spontanées, où elle venait casser les couilles à Vince, ou calmer le jeu entre lui et Austin. Elle a toujours servi de tampon. Oui, c'est le tampon. À la folie de Vince. À la folie de Vince et excusez-moi, je bafouille, aux autorités, en fait. Ouais. Comme tu dis, c'est le tampon à l'autorité. Quand il y a quelqu'un qui dépasse un peu sur son autorité, c'est souvent Linda qui venait apparaître. Bah, c'est elle qui ramène Ric Flair. On en a parlé dans notre émission. C'est ça, qui vient faire l'arbitre entre les deux. Ouais, c'est bien. C'est ça. Mais c'est vrai que je l'aimais bien l'avoir arrivé. Ouais. Le hibou. On continue? On continue. Ça va pour l'instant, t'es content de mes choix? Ouais, c'est sympa. Le 8. Par contre, tu me sors pas le 6 en tout dernier. Faut qu'on le fasse avant. Je veux que le dernier, on prend un bon truc. D'accord. Alors, le 8, tu m'as dit. Oui. Alors, comment la WWE a fait pour rater plus ou moins dans en même temps Ricochet et Aleister Black? Ouais, non, mais là, demande-moi si Dieu existe, tu vois, c'est... Non, mais comment tu peux être dans un moment où quand même les catcheurs sont pertinents? Parce qu'aujourd'hui, à cette époque-là, la WWE cherchait des catcheurs. Pas que des personnages, des catcheurs. Là, Aleister Black, je sais pas c'est quoi est-ce que c'est vraiment un bon catcheur ou pas? Ah, il est exceptionnel. Je sais qu'en ce moment, à la AEW, il y a des petits soucis de friction. Je sais qu'il va partir, je crois. Mais comment tu peux rater Ricochet, qui dans le ring est quand même bon. Charisme, je trouve un peu moins bon quand même qu'Aleister Black. Non, mais en fait, le truc, Ricochet, c'est un peu bizarre. C'est parce qu'il a une bonne gueule. Il a un catch beaucoup trop en avance, tout ça, dans l'air du temps, on va dire, même en avant le temps. Mais c'est juste qu'il a pas de micro, du tout. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a bloqué, mais c'est l'utilisation complète. C'est indécent, comme tu dis, même si le gars ne s'est pas causé, t'avais le high flyer le plus hot de l'époque. Et puis là, c'est que ça arrive, ta WWE, elle rate des catcheurs. C'est déjà arrivé. Mais là, tu rates les deux en même temps. Ouais, tu rates les deux. Quasiment en même temps. Et Aleister Black, pour moi, c'est vrai. Pour moi, ce raté-là, il est encore plus grave que Ricochet. Son entrée. Parce qu'en fait, Ricochet, pour moi, par exemple, il est mieux le W. Ouais. Par rapport à ce qu'il fait dans le ring, tout ça. Parce qu'à la WWE, il n'a pas besoin de faire autant pour fonctionner. Donc, pour moi, ce serait resté à mid-card at best. Il lui manque pas une pointe de charisme. Si, bien sûr. Comme j'ai dit, comme il n'a pas de micro, en fait, il est blend. Et je vais faire un big up à mon coloc. On va passer pour deux vieux réacs et deux vieux cons. Parce que limite, le dernier truc qu'on se souvient de la WWE de Ricochet, c'est ce putain de spot de débile mental entre lui et Logan Paul, où les deux dans le Rumble sont aux deux cordes extrêmes et ils font tous les deux un springboard pour se rentrer dedans. Et quand j'ai vu tout le monde se palucher sur Twitter pour dire que le spot c'était génial, non mais les gars, vous avez quoi dans le cerveau? Je suis désolé. Il y a rien d'intéressant. Les mecs, d'eux-mêmes, ils se foncent dedans juste parce que j'arrive à sauter sur les cordes. Comment ça, vous avez aimé ça? Il y a pas de sens. L'idée est nulle. Et vraiment, c'est juste un spot pour faire un spot. Ça raconte rien. Là, les amis, pendant 5 minutes, mais ça y est, elle est plus malade. Ah oui, je suis désolé. Je sais que beaucoup ont aimé ça. Je ne vous comprends pas. Alors, c'est peut-être moi qui ai un vieux con, un vieux réac, j'en sais rien. Mais un spot impressionnant, faut qu'il raconte quand même quelque chose. Parce que
quand par exemple deux gars se rentrent dedans en tentant de se faire un spear, c'est que les deux mecs ont la même idée en même temps. J'allais dire, je rigolais souvent avec un de nos amis en commun, on dit c'est quoi deux cons qui se font aspirer en même temps? Bah c'est deux cons qui se pètent la tête. Oui, mais au moins dans l'histoire c'est cohérent parce que les mecs veulent faire mal. Là, les deux gars sont deux corps opposés. Ils se provoquent en disant vas-y viens là avec ta tourelle. Les deux font un springboard en même temps et ils s'éclatent dans le ring, en l'air au milieu. Oh la référence à Kaamelott, viens là avec ta tourelle. Non, mais... défonce. Désolé. Voilà. Vraiment, j'attends que mon coloc entende ce truc-là parce que on était les deux seuls sur Twitter à s'être énervés en disant que c'était de la merde. Ouais, il n'y avait pas d'intérêt de faire ça. Il n'y a aucun intérêt. Non, mais tu vois, c'est vrai que Aleister Black, l'entrée, elle était magique. Ouais, mais pareil, l'entrée Excellent NXT, tu le fais arriver au main roster, tu mets des vieux bruits de... Ouais, c'est vrai. Oui. T'arrives à mettre des détails pour pourrir le truc qui est bien. C'est comme un bruit de cartoon. Un buret de cartoon. Et en fait, le mec, je pense que pour Vince, il manquait de taille. Je pense que c'est ça, le fait qu'il soit un peu petit. Mais le gars, il a le packaging, des tatouages terrifiants. Il a une imagerie, parce qu'en plus, il est créatif. On le voit à la EW, il est très mal utilisé à la EW, mais par contre, on voit son univers créatif. Mais ça pouvait être, entre guillemets, un nouvel personnage un peu mystique à l'Undertaker. Moi, j'allais te dire, tu l'avais, on Claudie. Ouais, c'est pas relié, mais... Non, mais t'aurais pu faire un personnage comme ça avec... Ouais, non, mais c'est ça. Mais même, non, moi, ce que j'aimais bien, surtout à NXT de Aleister Black, et même dans les débuts de roster, surtout quand il était face à Seth Rollins, tout ça, c'est qu'en fait, le gars, il y a pas de mystique. C'est un univers dark sans mystique. Ouais, il y a pas de pouvoir magique. Il y a pas de pouvoir magique. Le mec, ça reste un putain de catcheur. Mais par contre, tu vois... C'est un combattant. En fait, j'ai voulu mettre les deux noms, parce qu'ils ont quand même commencé en équipe ensemble dans le main roster. Bien sûr. Et ça, c'était n'importe quoi. Mais par contre, tu vois, c'est un des... Parce que moi, je regarde beaucoup moins de catch que toi, même à l'époque là. Donc moi, je connaissais pas du tout NXT. Moi, quand j'ai vu les deux ensemble arriver, j'avais envie de les voir. Tu vois. Et la WWE a réussi à tuer mon envie en 1 mois, 2 mois. Non, mais c'est ça. Mais vraiment, l'utilisation, il a eu le seul truc, on va dire, un peu notable. On verra s'il revient, parce que de ce que j'ai compris, il risque de revenir. Je sais pas encore. Voilà. Là, mais le truc qui était cool, c'est qu'il avait réussi à faire monter Buddy Matthews, donc Buddy Murphy à la WWE, de le rendre crédible et tout ça, et ça a pas manqué parce que la EW, ils sont en équipe ensemble. Ils font partie du groupe de la House of Black. Ouais. Et que lui aussi est un catcheur exceptionnel. Le mari de Rhea Ripley. Il a été pertinent, Aleister Black, c'est Malakai Black, à la EW, c'était bien. Il a eu 2-3 rivalités intéressantes, un peu pertinentes, mais dans la globalité, c'est très mal utilisé, quoi. Il n'a jamais été en solo. Il est pratiquement tout en équipe. Et les 2 seules rivalités solo marquantes, c'est une face à Cody et celle face à Adam Copeland. Edge. Cope. Edge. Cope. Ouais. Je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu. C'est de lui-même, il s'est décidé de s'appeler Cope. Et il s'appelle plus Adam... Oui, d'accord, ok. Ouais, bon. Mais c'est parce que c'est plus facile pour le public de chanter Cope. Non, mais c'est nul à chier. Adam, quoi, je sais pas. Je cherche pas à comprendre. Ouais, je vais pas chercher le choix des gens. Mais sinon, en fait, il n'a pratiquement aucun match solo à l'EW, quoi. Il en a très peu, c'est pratiquement que de l'équipe et des matchs trio. Oui, donc de toute façon, il y a rien de très marquant. Donc finalement, quand il est parti à la EW, il fait partie un peu de ces catcheurs qui partent dans une autre fédération et qui pensent qu'ils vont être au sommet, et qui finalement pas tant que ça, quoi. Je sais pas, parce qu'en fait, les gens lui portent des paroles que lui ne tient pas, et souvent il remet l'église au milieu du village. D'accord. Donc, on verra bien. On verra. Mais comme comme dirait un grand streamer, il dit, c'est un mec hunter. Ouais, lui, c'est vraiment un mec hunter. C'est vraiment un mec hunter, je pense qu'il reviendra. Ouais. Et j'espère que Triple H lui trouvera la place qu'il faut pour ce type-là, parce que lui, c'est du pognon. Oui, il y a de l'argent facile à faire. C'est du pognon. Puis je pense qu'aussi, il aura peut-être... Et la EW ont enfin trouvé l'angle pour utiliser Ricochet intelligemment aussi, je peux t'en parler. Ouais, vas-y. C'est que là, quand il est arrivé, c'est gros face, voltigeur, tout ça. Moi, en vieillissant, je commence à en avoir marre des mecs qui font que des flips. Mais il faut que ce soit bien fait. Lui, par contre, il a vraiment le talent pour le faire bien. Sauf qu'en fait, comme il manque de charisme en tant que face, comme il n'a pas le micro, ils ont enfin décidé de le faire tourner heel. Et c'est là où il avait explosé à la New Japan. C'était King Ricochet. Il était heel. Ça devient le petit con arrogant. Et de ce que je vois, il est très divertissant actuellement en tant que heel et c'est cool, quoi. D'accord. Ils ont fait monter sa frustration. Ils ont fait un petit turn un peu progressif. Et là, maintenant, il est un peu taré, quoi. Et c'est bien comme ça. Et ça a l'air très bien comme ça. Super. On continue? On continue. Le Tsai, le 2. Le 2. Ah bah là, justement, c'est... Qu'est-ce que tu penses des défaites de la Bloodline de Solo Sikoa en 2024 et 2025?
est-ce que tu trouves aujourd'hui que c'est encore pertinent quand tu perds tout le temps? Ah bah non, pour moi c'est aussi quoi, alors que il s'est enfin trouvé dans son attitude de personnage. Solo, hein. Solo, ouais. Ouais. Pour moi, il s'est enfin trouvé, il arrive enfin, il est plus le poker face d'avant, il a enfin son personnage. Oui, Sauf parce qu'en que il a complètement changé de personnage par rapport à quand il était Complètement. avec le nez pris, j'arrive pas à le dire. Le- Quand il était un peu le destructeur de la bloodline L'enforcer, de la bloodline de Roman Reigns, là il est passé chef. Il est passé chef et il devient divertissant, il est même un peu rigolo et tout ça. Le truc, c'est que je suis désolé, pour moi, le pauvre, qu'est-ce que vous voulez, pour moi, je ne vois pas comment on peut le rebuild. Parce que déjà, quand il était destructeur avant de dire qu'il veut devenir comme s'appelle le Tribal Chief, je rappelle qu'il a une série de 30 défaites d'affilée après avoir battu John Cena. Oui. Il bat John Cena, il le pulvérise, qui était très bien. Derrière, il perd déjà 30 matchs d'affilée. C'est les vrais stats que je raconte. Derrière, ils arrivent à le mettre au départ de Roman Reigns, nouveau chef tribal. Ouais. On lui fait venir des catcheurs qui sont très bien, bon, même si Tangaloa, c'est discutable, mais Tamatonga exceptionnel, Jacob Fatu exceptionnel. On lui donne une bloodline. Ils veulent continuer de surfer là-dessus. Certes, ça fait monter Jey Uso, ça fait monter Sami Zayn, ça fait monter plein de trucs. Je ne critique pas cette storyline, même si pour moi, elle commence à vraiment être beaucoup trop longue et elle me fait chier. Mais ça, c'est mon personnel, je ne juge pas ce que les gens disent. Là, je donne juste mon avis. Juste, c'est un catcheur que vous avez tout fait pour build en étant crédible et vous lui donnez rien. Là, c'est un peu du booking à la Vince. Comment on peut y croire à Solo maintenant? Mais il fallait qu'à un moment la bloodline gagne des matchs. Oui. Dans leur rivalité, je parle pas. On est gagné, dedans encore. mais ils ont gagné qu'un seul match et c'était limite le moins important de tous. Et là, Raw Netflix devant tout le monde, opener, il a perdu. Et là, à SmackDown, là, il continue d'attaquer les autres bonhommes. Il attaque les sous-fifres. Mais Roman Reigns, moi je suis Roman Reigns, je te calcule plus en fait. Ça sert à rien, c'est bon, je t'ai mangé 20 fois. 25 fois, c'est. Il y a plus rien. Pour moi, c'est un peu un gâchis. C'est difficile de mettre en rivalité quelqu'un que tu veux faire monter en tant que star heel Et le faire perdre tout le temps. et le faire monter face à quelqu'un qui est déjà autant établi et que t'as pas envie que son image soit fêlée en le faisant perdre. Tu peux pas faire perdre Roman Reigns. Il faut laisser Roman Reigns fort. Tu peux. Et là, c'est même pas pour paraphraser. Hein. Tu dois laisser Roman Reigns est au top. Tu peux pas le faire perdre. Pour moi, il fallait, et le truc c'est que avec les relations publiques de notre ami The Rock qui veut pas se faire passer pour le méchant, de le voir. Parle pas du premier Raw, ça me rend fou. Ouais, moi aussi ça va m'énerver. Et du coup, pour moi, le seul moyen qu'il fallait de sauver Cody Rhodes, de sauver Solo Sikoa, c'est que c'était pas lui le mastermind. Il fallait que ce soit The Rock le mastermind pour au moins que si Solo perde, ce soit le second de quelqu'un. Oui. Donc c'était rattrapable pour plus tard. Sauf que là, on a bien compris que c'était lui l'instigateur de tout ce qui s'est passé et qu'en fait, c'était un guignol. Là, je vais paraphraser une autre personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui est Tom Laroufa. C'est le chef du gang des Serpillères. Ouais, il sert juste à ça. Il s'est fait torcher. Mais les mecs, et je suis désolé, hein, là, je vais peut-être me faire passer, je vais peut-être me faire insulter, mais les mecs qui ont trouvé que le premier Raw sur Netflix était bien, moi, il y a que le main event qui est bien. Mais storylinement parlant, c'est une catastrophe. Oui. Cette histoire avec The Rock qui fait un câlin à Cody Rhodes, ça te pète tout. Pour moi, c'est l'équivalent de la clip qui se fait un câlin sur ring devant tout le monde. Non, mais pour moi, ils ont réussi à faire la même connerie quand Cody Rhodes dit « Ah non, je vais pas t'affronter Roman Reigns », et qu'il fait un câlin à The Rock. Ouais, exactement. Il sa place. Non, mais... Ils nous refont à chaque fois le même truc. Mais le problème, c'est, encore une fois, c'est The Rock, à cause de ses relations publiques. Ils ont voulu faire un show totalement fanservice. Oui. Et du coup, Undertaker, il y a Hogan, le fanservice mal utilisé. Et en fait, The Rock est venu hors kayfabe, hors personnage. Sauf qu'en fait, tu peux pas dissocier dans le show télé de ce que t'as fait avant. Donc du coup, c'est pas cohérent. Je suis d'accord avec toi. Après, par contre, je parle pas, quand je dis que les gens le show de catch, le catch était très bien. Oui. Le main event était bien. C'est là où Chelsea Green devient champion intercontinental ou c'est la semaine d'après? Enfin. Non, Chelsea Green est déjà champion US. Ah oui, voilà, c'est ça. Excuse-moi, je me suis confondu. Mais c'est très bien. Non, franchement, ce qui s'est passé avec le catch féminin est tout très bien. Mais cette utilisation de The Rock, Undertaker qui vient en moto quand Rhea Ripley regagne son titre. Oui. On s'en fout. C'est vraiment du fan service pour du fan service. Non, mais c'est ça. N'importe quoi. C'est ça.
On va s'arrêter là. Ah, on continue. Non, mais c'était pertinent, hein. C'était intéressant. Et tu sais quoi, dernière petite chose. Moi, ça me fait quand même penser à une autre faction qu'ils ont complètement démontée, mais plus rapidement. C'est le Nexus. Qu'ils ont explosé dès le premier pay-per-view, quoi. Oui. Alors, la On y Bloodline, revient. Ça, on n'en va pas en parler. on n'en parle pas. Mais la Bloodline, c'est plus long dans le temps, mais elle sert de serpillière dès le départ, quoi. Non, mais c'est ça, la nouvelle Bloodline, c'est de la merde. Alors, le 6, on va le faire, le 6, parce que ça va, maintenant, Je l'ai tiré, en on a eu des thèmes entre temps. C'est, qu'est-ce que tu penses de l'idée de la WWE d'avoir continué le show, malgré la mort d'Owen Hart? Ah, Over the Edge, 80. Alors là, tu disais tout à l'heure qu'on est top 3 avec l'interview de la femme de Brian Pillman. Là, on est top 1, top 2. Top 1, top 2, ouais. Parce qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, je pense que les fans auraient compris en plus. Vraiment, les fans étaient effarés. Et en plus, ça rentre dans un autre thème qu'un jour, j'en ai parlé. Je sais pas si j'en ai parlé, mais c'est quelque chose, j'en ai beaucoup parlé en off. C'est que pratiquement tous les premiers règnes du Taker sont maudits. Oui, tu en as parlé. Voilà. Et qu'en fait, celui-là, l'Undertaker devient champion à la fin du show, en battant Austin, où il est en Undertaker Satan, durant la mort du show de la mort de Owen Hart. Mais c'est catastrophique, ça a emmené tous les procès derrière. Martha Hart qui a réussi, qui a pas eu le choix de juste de prendre le pognon et d'essayer de remettre l'image de son mari. Elle s'est associée à la EW, donc chaque année il y a un tournoi à la EW pour sa fondation. Mais c'est quand même dingue, le mec meurt dans le ring devant les yeux des gens. Moi, tu continues le show parce que show must go on. Ce que je me rappelle le plus, c'est la voix de Jim Ross. De Jim Ross. T'as envie de te suicider, c'est Jim Ross que t'écoutes à ce moment-là. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais. La voix de Jim Ross qui est monocorde et qui... rien que tu vois, j'en ai la chair de poule. Ouais, non, c'est horrible, c'est affreux. C'est affreux, moi j'ai vu quand t'entends le témoignage de l'arbitre qui était dans le ring à ce moment-là, tout ça, le pauvre Jeff Jarrett, qui est son meilleur ami, qui est obligé de le voir partir et qui est obligé de continuer parce qu'il est dans le show et qu'il a un match juste après. Bret Hart, qui était pas là. Il est déjà plus là, Bret Hart. Il est à la WCW. Je crois oui, il est déjà à la WCW. Et qu'en plus, à la WCW. À la WCW, le pauvre en plus Owen Hart, il est en Blue Blazer, une gimmick de merde pour qu'on se foute de sa gueule. On avait presque l'impression que c'était une punition par rapport au départ de son frère. Ça a été confirmé que c'était pas le cas. Le McMahon le dit dans son documentaire. Parce que je crois que McMahon adorait Owen Hart. Oui, il adorait Owen Hart. Ouais. Il lui a permis. C'était l'un des seuls mecs qui le faisait vraiment rire et qui pouvait lui faire des blagues. Ouais, on va pas parler de toutes les blagues, mais ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Et quand même, je termine avec ce petit point-là. Tu te rappelles ce qu'a fait la WCW un an après? T'as dans la même salle où ils font le saut suicide de Canyon, du haut de la triple cage de Gogol de Rousseau, où ils tombent direct par terre. Et que l'année encore d'après, ils font faire sauter entre Vampiro, Sting et le démon, où t'as un faux Sting enflammé qui tombe, pareil, à 40 mètres par terre. Dans la même salle. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Mais je voulais pas que tu le tires juste après, je voulais pas que tu tires ce numéro juste après Brian Pillman. Parce que là, je passais par la fenêtre. Ouais, mais là, vraiment, j'ai pas d'autre chose à dire. Non, mais c'était, de toute façon, j'ai pas pris ces fun facts, enfin, ces faits divers pour qu'on en parle pendant 20 minutes. Non, parce que là, en fait, ce serait en train du polémique. On a tous nos avis dessus. Juste paix à son âme, l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Un regret, il a pas eu de titre majeur. Voilà. Il aurait dû avoir un titre majeur. Il aurait pu, vraiment. Dans sa rivalité avec Bret Hart. Mais j'avais entendu dire, on va pas refaire la carrière d'Owen Hart, mais j'avais entendu dire que il était là avec les copains et ça lui convenait. C'est ça, lui, il avait pas l'ambition, et c'est British Bulldog pareil, qui lui a coûté 2 ou 3 fois le titre de champion du monde poids lourd, parce qu'en fait, il avait pas l'ambition, c'était des mecs, c'était des bons vivants. Ouais, voilà, des copains. Des copains. Voilà, ils étaient entre frères et copains, entre familles, et ça leur convenait très bien. Non, mais c'est bien, et puis ça termine bien, on termine sur cette phrase-là parce que c'est très bien et ça fait très positif. Allez. Il y a plus de, j'ai plus rien d'aussi triste si tu veux, c'est fini. D'accord. Numéro uno. Ah, Uno. Alors ça, tu vois, je veux t'entendre là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui nous a tous marqué. Est-ce que tu penses que d'avoir fait perdre l'Undertaker contre Brock Lesnar, c'était une bonne idée, d'avoir cassé la streak? Mais le pire truc, c'est de l'avoir refait perdre quand même avec Roman Reigns. Alors, ma question, est-ce que c'est bien de lui avoir fait perdre sa streak, mais surtout de lui avoir fait perdre 2 fois la streak? En fait, pour moi déjà, la défaite de la streak est discutable. Alors, je te coupe 2 petites secondes. L'Undertaker qui a dit que pour lui, la défaite de la streak, c'est la plus mauvaise décision de booking de l'histoire du catch. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Undertaker qui le dit. Je suis un peu d'accord avec lui. Pour moi, il fallait pas.
En fait, si la carrière de l'Undertaker était mieux utilisée après, j'aurais pu relativiser ce jugement. Parce que le truc, c'est que le problème, c'est que Brock Lesnar en avait besoin à l'époque. Parce que au retour de Brock Lesnar, il est très mal utilisé. Il perd contre John Cena, il perd contre Triple H à Mania. Il faut le rebuild, de lui donner l'Undertaker, c'était le meilleur truc pour le rebuild. Il fallait le faire gagner. Un truc de fou. Donc, sur ça, c'était justifiable. Le problème, le problème, c'est ce que tu dis, c'est que pour moi, l'Undertaker n'aurait dû avoir de match à Mania. Mais il fallait pas qu'il reperde une deuxième fois, en fait. Non, mais limite, ne le fais plus apparaître à Mania. Oui, terminé. Parce que fais-le apparaître dans les autres shows pour builder les autres shows, au SummerSlam, à ce que tu veux. Mais en fait, à quoi ça sert de faire apparaître l'Undertaker à Mania, alors que tous les derniers Mania, c'était basé sur la street? C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, alors par contre, quand il perd, moment de dingue. Ah bah oui, c'était génial. La tête du fan, tu te rappelles? Ouais, la tête du fan, la réaction de Polyman, le pas de musique. En fait, c'est de le faire revenir l'année d'après. Il affronte Bray Wyatt, les deux sont blessés. Bray Wyatt a pas de cheville. Ouais, c'est ça. C'est un match poucrave pour que le Taker il gagne. Aucun sens. Ce que j'ai bien aimé après, c'est que l'Undertaker met 2 ans pour prendre sa revanche sur Brock Lesnar. Mais c'est pas Mania. C'est SummerSlam où il tourne heel. Il catch comme un heel. C'est génial. Cher au shot. Ouais, c'est trop bien. C'est qui gagne sur SummerSlam? C'est l'Undertaker. En fait, je crois que Taker gagne à SummerSlam en trichant en plus. Et derrière je sais plus quel show, et derrière c'est quand même Brock qui gagne la rivalité dans l'In Innocent. Je sais plus quel pay-per-view. Mais j'ai beaucoup aimé cette rivalité. Mais contre Roman Reigns, je comprends le principe, mais déjà ils auraient dû l'advertiser en tant que dernier match d'Undertaker. Et je l'ai vu dans les émissions sur le Taker, à la fin de ses matchs et tout. Il dit normalement ça devait être mon dernier match, mais quand je l'ai re-regardé, il m'a dégoûté et j'avais envie d'en refaire un. Il s'est fait une commotion, je crois. Oh, ils s'en fait une à chaque match. Mais le truc, c'est que je pense que la WWE poussée au cul, elle avait peur de perdre sa plus belle vitrine de WrestleMania. Ça WrestleMania. Parce que... et en plus, je rappelle qu'à 33, il lui donne le main event à Roman Reigns face à Taker, pas de titre en jeu. Ouais, non, mais ça, c'est... Alors qu'en fait, la streak est déjà tombée. C'est là où il laisse les bottes. C'est là où il laisse les bottes. C'est n'importe quoi. Et puis, il laisse les bottes. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait ça devait être advertisé comme son dernier match sans. Ah, tu parles contre Roman Reigns? Non, je croyais que c'était contre les stars que tu disais ça aurait dû être. Non, contre Roman Reigns, et que derrière, en fait, Taker, en regardant le match pendant toute l'année, où il se dit non, j'ai fait de la merde, ce match me plaît pas, j'ai envie de revenir. Et en fait, ils nous font la blague avec John Cena. Ah, ça, je déteste ça. Ouais, j'ai vraiment pas. Que c'est d'une nullité. De faire squasher John Cena. Quand tu as eu les mecs dans tes deux rosters pendant tant d'années, il a fallu que t'attendes autant de temps pour pouvoir faire un WrestleMania avec les deux. Et qu'en plus tu fais un squash. Un squash de John Cena, mais parce que l'Undertaker ne pouvait plus faire un match compétitif. Et par contre, on va dire pour une fois peut-être un peu merci le Covid, le match cinématique, qui est son vrai dernier match du coup, contre AJ Styles qui est très bon. Oui, c'est correct parce que c'est très divertissant et que ça permet de mettre tous les personnages de l'Undertaker dans le même match. Ouais, c'était bien ça. Parce que c'est l'American Badass Deadman, c'est tout ensemble. C'était bien ça. Et de toute façon, on le voit maintenant, il revient tout le temps l'American Badass. Mais la WWE avait même pensé, je sais que surfer justement sur ce match-là pour continuer à le faire revenir après. Oui. Eux, ils auraient voulu qu'il continue à faire des cinématiques matchs pendant 2, 3, 4 ans. Ouais, mais c'est lui qui a dit non parce qu'en fait, ce match lui convenait, le résultat lui donnait envie et il lui a dit c'est bon, j'ai enfin fait ma boucle. Je suis fier du dernier truc que j'ai fait. En fait, le truc, c'est que c'est de sa faute aussi à lui. Il a toujours, en fait, de se revoir faire des désastres, mais en fait, de catcher qu'une ou deux fois par an, physique. On en parlait beaucoup tous les deux. Oui. On disait le problème qu'il y a, c'est que ces mecs-là sont des sportifs de haut niveau. Que tu le veuilles, que les mecs disent c'est truqué, non. Les mecs sont des sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau ne peut pas performer une fois dans l'année. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu as besoin d'un entraînement minutieux. À moins que tu sois entre guillemets Goldberg et où tes seuls combats, c'est tu m'inspires à Jack Hammer et tu te casses. Il l'a bien fait face à l'Undertaker justement à Crown Jewel. Mais là, non, je reviens sérieux. Je pense que l'Undertaker, ce qu'il aurait fallu pour lui permettre de continuer à catcher un peu plus longtemps et avoir par exemple un match contre Cena décent ou un truc comme ça, c'était d'être un peu plus présent. Et de se forcer à catcher. Et il aurait pu même faire des petits house shows, des trucs comme ça, tu vois. Donc, pour rester justement le corps qui continue à s'entraîner à bumper, et peut-être que justement il aurait pu continuer un peu plus longtemps. Ouais, et moi c'est ce qui est triste parce que ça, mine de rien, il reste dans mon top de mes catcheurs préférés, et surtout d'un des catcheurs les plus influents de tous les temps, la plus grande attraction. J'ai toujours adoré cette gimmick, j'ai toujours adoré le Taker, tout ce qui est autour. Mais en vrai, moi, après WrestleMania 30, du coup, après la défaite, je trouve
Bah, tu perds, tu Ça, perds. j'ai perdu plein de magie, en fait. Pour moi, la magie a été perdue, quoi. T'imagines quand même, ils en ont parlé dans des émissions, dans des journaux télévisés français. C'est La ça. première défaite de Undertaker, ça a été vraiment un truc de dingue. Ouais, ouais. Et moi, vraiment, je le dis à tue-tête, tout le monde parle des matchs contre Shawn Michaels, moi le premier, mais pareil, tout le monde se pignole sur WrestleMania 25, je trouve tellement que celui de WrestleMania 26 est au-dessus. C'est face à... La retraite de Shawn Michaels, retraite pour de moi, Shawn est Michaels, ouais. meilleure que WrestleMania 25. Moi, C'est ma tech. Moi, je laisse un dernier truc, après on passe à autre chose. Moi, tu te rappelles, c'est quand il affronte Triple H dans la cage, un Hell in a Cell, il y a Shawn Michaels comme arbitre, où à la fin, le Undertaker gagne, mais part en étant plus démonté que Triple H et Shawn Michaels. Non, ça c'est avant, c'est à C'est avant WrestleMania ça 27. C'est à 27. Oui, non, mais... C'est quand il bat Triple H, Oui, et que, en fait, il part dans un camion, Ouais. et que Triple H part debout. et ça, j'aime pas. Ça, on en avait Ouais, parlé. on avait parlé, moi Je aussi, dis, moi, j'ai- les mecs, alors, s'il était vraiment blessé, c'est une chose, mais s'il était pas vraiment blessé, mec, t'as... Heureusement que derrière, dans la storyline, il rattrape le coup pour WrestleMania 28. Ouais, parce que... Et ça, encore une fois, je suis désolé, hein, je suis obligé de rebondir, tu me Vas-y, fais vas-y. rebondir. Pour moi, le truc, c'est que les mecs avaient encore tout ça donné, ce que je peux comprendre. Pour moi, le nom du match aurait dû être la vraie fin. Qui End of an Era, les trois devaient arrêter de catcher. Et là, l'histoire aurait été belle. De toute façon, Shawn Michaels catche plus, déjà. Oui. Il est Shawn Michaels, juste oui. arbitre. Et je parle Triple H et Undertaker, ils auraient dû s'arrêter à WrestleMania 28. Mais de toute... Alors, par Dans le End of an Era, le match, c'est la fin d'une ère. Basta, arrêtez. terminé, ouais. Parce que derrière, on a eu, le match avec Punk derrière de l'Undertaker est cool, mais bon, ça apporte pas grand chose. Et derrière, elle a signé contre Taker. Et Triple H, il n'a pas arrêté, et au final, Triple H, avec ses soucis de santé, il a jamais eu de match de retraite. Ah, mais de toute façon, il faut bien comprendre un truc, c'est que Triple H, il a pas ses soucis cardiaques, aujourd'hui, dans 3 mois, il a WrestleMania. Hein. Et le match le plus long du show. Et le mec est là aujourd'hui, et première arrivée sur la scène de Netflix à Los Angeles, je serai candidat au Royal Rumble. Direct. Attention, on adore Triple H. Hein. Oui, on lui en met beaucoup par rapport à notre fil rouge, mais n'oubliez pas, On adore Triple H. c'est un de nos catcheurs préférés. Moi, The Game, la musique The Game, c'est une de mes musiques de catch préférées, pour pas dire ma musique de catch préférée. Et moi, j'ai ce petit take avec un autre aussi collègue podcaster. Moi, je suis plus fan du thème d'avant, Oui, de My Time. The Mind Time, ouais. Alors, moi, par contre, je suis fan, après, on passe à autre chose. Moi, je suis fan quand quand Lenny vient le chanter, Oh mon dieu! Essayez de voir, de trouver les amis, enfin, un petit moment troll. C'est quand, en fait, c'est l'une des seules fois où Lemmy des Motorhead, paix à son âme, vient chanter la chanson The Game en live. Il a combien? 13 grammes? 15 grammes? Ouais, je pense entre 18 et 22. Même moi, je parle mieux anglais. Voilà. Il connaît même plus les paroles de sa C'est chanson. magique. Ça finit en Abba the Game. Mais le pire, c'est qu'il troll pas, mais ça y est, c'est vraiment ça. Ah, c'est vraiment ça. Je pense que il y a plusieurs contre-performances de stars qui viennent chanter les chansons de leur catcheur. Il y a celle-ci qui est affreuse. Il y a Downstate de Cody Rhodes à l'AEW dans je sais plus quelle chose, je vous conseille, où vraiment Downstate, on reconnaît même pas la musique. Ouais. Et je sais plus quelqu'un qui était venu chanter l'un des thèmes de Rhea Ripley aussi, où c'était catastrophique. Ok. Voilà. On continue? On continue. On continue. Ouais, alors, il nous en reste un peu, il nous en reste pas beaucoup, hein. Le 17. Le 17, eh ben c'est le dernier. Enfin, il nous en restera encore 3-4, mais c'est le dernier que j'avais choisi. T'en as déjà parlé en plus. C'est comment la WWE a fait pour perdre autant de fans en tournant Steve Austin. Mais tu en as parlé tout à l'heure. Il y a pas besoin d'épiloguer longtemps. Mais je pensais C'est pas que juste- t'allais tirer Vince Russo en premier et que t'allais me tuer 3 points. Bah oui, mais aussi parce que vite. tout se coule. En fait, c'est juste que moi je comprends, c'est surtout que c'était Steve Austin qui demandait. Ouais. Il en avait marre des Il en avait faces. marre des faces, il voulait tourner. Et il se dit, c'est quand même en fait, pour faire une boucle, qu'on continue à travailler ensemble et qu'après on se reséparera plus tard, de s'allier avec Vince, c'est cohérent. En vrai, la décision de booking, si on prend que la décision de booking, Tu considères que c'est cohérent. et en plus l'utilisation derrière, Austin Hill, c'est vraiment un ruthless son of a bitch. Ah, les La pauvre avec Vita. Triple H, Quand ils font le two-man power trip, tout ça, bah, ils la mettent des pauvre coups de Vita. chaise à Lita. la pauvre Vita, le mec, et derrière, ça amène le heel comique, parce que moi, je suis désolé que toute cette période durant l'invasion, Allez, moi, Kurt Angle, Steve Austin, jusqu'au turn, jusqu'au moment où Steve Austin décide de trahir la WWE, voilà, les segments avec Moi- Vince ah, et moi, Kurt Angle. Vince, Kurt Angle, et surtout Debra, c'est La seule personne normale de la c'est la salle. seule personne normale de la salle qui fait les réflexions.
J'adore ces segments, ça a pissé de rire. Le chapeau. Le chapeau. Le chapeau. Le Jimmy Cracorn à identitaire. Tu me le chantes souvent, celui-là. Kumbaya. Ah, oui, c'est magique. I am the champion. Tout est exceptionnel. Franchement, c'est parfait. Mais je comprends pourquoi ils ont perdu autant de fans. Les gens, Steve Austin, c'était leur héros. Et ils voulaient pas que le héros serre la main du diable. Basta. Ouais. Et c'est surtout, comme j'ai dit, c'est une accumulation de perte de la concurrence, plus de voir Steve Austin tourner, les gens, tous ces gens qui sont arrivés et qui ont regardé probablement du catch que durant la Attitude. Quand ils ont vu ça, ils ont pris la télécommande, ils ont éteint la télévision, ils ont pu jamais rallumer de catch de leur vie. S'ils mettaient de la télé-réalité, ils restaient sur ce que Vince Russo leur avait proposé pendant 2-3 ans. C'est ça, c'est juste que pour eux, le catch était terminé. Et ces fans-là ont toujours les old-timers, les mecs de la TDA, tout le monde se pignole encore aujourd'hui en se demandant où ils sont. Ils sont partis. Ils ne viendront plus, ils sont morts. De toute façon, ça fait 25 ans, ils ne viendront plus. Hein. C'est finito. De toute façon, dans la WWE, maintenant, ils peuvent se pleurer avec leurs billets. Ouais, mais ils se mouchent avec les billets de sa C'est-à-dire, eux, c'est leur papier toilette. Hein. Ouais. Il y a un peu de pognon là. Ils ont jamais eu autant de pognon. Ils ont jamais eu autant de pognon. C'est un truc de malade par contre. Je te laisse continuer. Oui. Il nous en reste normalement 3 ou 4. Alors là, t'as tellement mal écrit le chiffre. Le 9. Le 9. Impossible, on l'a déjà fait. Non, je rigole. Ah là, alors attention, là, on est peut-être dans l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. T'as compris que je te troll? Oui. D'accord, on est à WrestleMania 26. Match qui n'aurait jamais dû exister. Ah, pas le Vince Brett. Bah, comment t'as deviné? Je suis vraiment obligé de parler de ça. 2 minutes. 2 minutes de ton temps. 2 minutes. Qui a pu penser que ça allait être une bonne idée de faire ce match? Ah, mais déjà d'avoir appelé Broussard, déjà, de base, c'est déjà foutu. C'est le père? Non, là, des frères. Ah oui, c'est le frère complètement... Complètement sbleu. Et c'est celui qu'en plus que Vince voulait pousser à l'époque à la place d'Owen. Si Brett était pas là, à la télé, le Blue Blazer, c'était Broussard. Hein. Ouais. Voilà, bref. Catastrophique. On demande à Vince qui commençait déjà à se couler au niveau du physique, où il pouvait plus trop faire grand chose. Parce qu'il en a fait, Vince, on peut pas lui enlever. Mais bon, son premier match, c'est en 97, il a déjà 57 ans. Oui, voilà. Ou 55 ans. Voilà, donc compliqué. Là, on est 10 ans après. Tu demandes à un mec qui a eu tellement de problèmes physiques qu'il peut plus rien faire. Le seul truc qu'il faisait bien, par contre, c'est qu'il fait toujours le meilleur sharpshooter du business. Ouais, le sharpshooter. Ça, il savait le faire, toujours. Ouais, ça, mais impossible. Et que tu nous fais des swerves. C'est un match à la Vince Russo, en fait. Il y a 3 swerves dans le match. Avec la Hart Dynasty, ils sont de ce côté de Victor, ils sont du côté de Bretton, ils sont du côté de Broussard, ils sont du côté de Machin, il y a rien qui va. Ça aurait pas été plus pertinent que de faire un peu la même rivalité qu'avec Donald Trump? Oui, que les deux auraient dû choisir des catcheurs. Moi, j'aurais choisi l'équipe. Bret Hart, ça aurait permis de pusher la Hart Dynasty. Ouais. Donc, David Boy Smith Jr., Tyson Kidd, Natalia. Ouais. Et Vince aurait choisi un groupe de 3. Ouais. Et ça aurait été très bien comme ça. Et puis le vainqueur embrassait le cul de l'autre, et puis c'était réglé. Voilà, c'est ça. Quitte à garder du Vince McMahon dans le texte, oui. Parce que finalement, les gens, ce qu'ils étaient contents, c'est de voir Bret Hart. Ouais. Ils auraient peut-être pas forcément été plus contents de le voir catcher, de le voir là, la musique, le voir rentrer, puis à la fin mettre un sharpshooter à Vince, forcément. C'est ça. Mais pas catcher dans un vrai match, parce que ça n'aurait jamais dû exister. C'est même pas un match. Non, mais ça non plus, tu dis souvent, on récupère pas le temps perdu, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Bon, comme je le dis très souvent, c'est le plus grand temps perdu de l'histoire de ma carrière de catch, ça restera Vladimir Kozlov contre Triple H. je le maintiens, et je le crie et je le maintiens. Mais ça y est, il nous en reste 2. Oui. 3. J'ai 3 tickets. Alors attends, parce que c'est peut-être moi qui sais pas compter, hein, c'est possible aussi. Hein. Désolé les amis, on est en direct. J'ai 3 tickets. T'as les 3 tickets? Ouais, allez, oui, c'est normal. Alors, je te demande le 5 en dernier. Ok. Donc le 10. Alors le 10, c'est bien, comme ça on termine les dizaines. Oh bah là, tu vas pouvoir en parler, on en a un tout petit peu parlé avec l'Undertaker quand on fait l'émission sur Kane. L'angle de crucifixion Stephanie McMahon. C'est surtout que les autres idées qu'il y a eu autour qu'on a esquivées. Ça devait pas finir sur une histoire d'inceste. Ah si. C'est donc on est en pleine encore une fois Attitude, Vince Russo, toute la folie. Comme j'ai déjà dit, je ne critiquerai pas l'imagerie du Ministre of Darkness parce que pour moi c'est l'Undertaker le plus charismatique. La musique d'entrée. Le top 3. Ouais, on l'avait déjà dit, je crois. Là, l'Undertaker Satan, moi, ça touche tout. Sauf qu'en fait, dans le ring, il faut oublier.
Il est gros en plus, mais par contre, qu'est-ce qu'il a la classe. Et c'est à l'époque, ouais, il est terrifiant et il crucifie Stephanie McMahon. Mais il y a eu plusieurs rumeurs qui sont sorties, et ils en parlent même durant le documentaire de McMahon sur Netflix, où il dit non, mais c'était une idée que j'ai eue comme ça, mais il voulait quand même que, parce que c'est lui comme ça s'appelle, le higher power. La tête pensante du ministre de Darkness, c'est Vince McMahon au final, donc c'est lui qui avait décidé de crucifier sa fille. Taker crucifiait Austin aussi, hein, et sur sa croix, il les met un peu tous dessus. Et en fait, normalement, il y aurait dû, comme tu dis, peut-être un segment incestueux derrière. C'était magique. Et on est à l'époque où, de toute façon, il faut du McMahon. Hein. Oui, de toute façon, McMahon, de toute façon, là, pendant de toute façon, c'est que McMahon. C'est que McMahon. C'est tout tourne autour de McMahon. Parce que d'ailleurs, le prochain point que tu vas tirer, c'est McMahon aussi. Et bon, on va le tirer tout de suite parce que c'est McMahon. J'ai pas grand chose à dire de plus sur l'angle crucifixion. Non, mais parce que le prochain truc que j'ai mis, parce que je trouve ça aberrant. C'est 3. Ouais, oui, c'est le 3. Est-ce que tu trouves normal qu'un mec qui ne soit pas catcheur gagne le Royal Rumble? Ah ouais, donc le Rumble 99. Dans la storyline, parce que il pourrit Austin comme jamais. Donc, on va dire ça se tient, mais il avait pas besoin. On va dire, en fait, le problème, c'est que tu baisses un peu la valeur de ton match. Sauf qu'on est durant l'ère attitude, les titres, les championnats, les récompenses, ça vaut de la pisse. Ouais. Tout vaut de la pisse. C'est n'importe quoi, là. Même le titre de champion du monde, hein, je suis désolé, hein. C'est le titre de champion du monde, c'est Austin, mais en fait, on regarde pas le catch parce qu'Austin est champion du monde, on regarde le match parce qu'on veut voir Austin casser la gueule de Vince McMahon. Bien sûr. On s'en branle du titre. Et c'est le problème de l'ère attitude, comme j'ai dit, le soap opera, de l'abus, fait que tu vas t'en foutre de trucs qui sont normalement, je savais même pas trouver mes mots, mais primordial dans le catch. Mais tu vois, les victoires, les défaites, les machins comme ça, en fait, ça devient secondaire. Et moi, j'ai envie de te poser une question un peu spéciale sur ce truc-là. On critique à juste titre, à 100%, la WCW avec la victoire de David Arquette. Oui. Bon. Mais Vince McMahon qui gagne le Rumble, c'est la même chose. C'est aussi débile. Oui, mais comme ça rentre dans la storyline la plus haute de l'histoire, ça passe outre. En fait, ça passe outre. Mais c'est une décision de con, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. Ouais. Je peux même pas argumenter plus, mais en fait. je trouve que moi c'est intéressant parce que finalement le mec a gagné un truc que même quelques-unes des plus grandes stars de l'histoire du catch ne l'ont pas jamais réussi à gagner et ne gagneront jamais. Peut-être que CM Punk ne gagnera jamais le Rumble. Oui. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Ça. Peut-être mais tu vois, c'est impressionnant de se dire ça. Mais c'est plein d'utilisations comme ça. C'est des mecs. Là, on va parler un tout petit peu d'actualité parce que je sais que beaucoup en parlent. Je sais que il nous reste 10 minutes d'émission. Voilà, c'est un de mes catcheurs préférés en all time, qui écrit Jericho. Mais actuellement, il est pas pertinent. On veut plus le voir. Et je comprends les fans qui veulent plus le voir parce que du coup, il est beaucoup trop utilisé. Il a eu des polémiques autour de lui. Il réagit comme un gros connard. Il réagit comme un con. Comme un vieux con. Comme un vieux con. Que ce soit à l'écran et surtout en dehors. Et c'est ça le problème. Tu vois, au lieu d'essayer d'esquiver ça, non, même en dehors, il joue là-dessus. Et en fait, du coup, il prend des spots à des bonhommes et ça fait évoluer, ça fait monter plus personne. Alors qu'au début de la WWE, c'était le mec parfait pour faire évoluer. Et là, maintenant, en fait, il sert. Ça n'a pas été leur premier grand nom. Bah, c'est le premier grand nom, oui. C'est le premier champion. C'est le premier champion. Mais là, actuellement, il ne fait monter personne, toutes ses rivalités. On a l'impression que c'est une punition d'être en rivalité face à Chris Jericho. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et le mec, en plus, c'est le souci de la WWE, c'est l'utilisation de la Ring of Honor, quoi. De le mettre dans leur show de base, alors que ça devrait être leur show secondaire, malgré l'héritage de cette fédération. On regarde la WWE, pas pour regarder la Ring of Honor, et du coup, on va Jericho, champion de la Ring of Honor, à la WWE, qui vampirise du temps d'antenne. Ouais, on n'a pas envie de voir ça. Voilà. Et ça rentre un peu dans ce truc-là, où Vince McMahon, c'est juste, il voulait se faire un kiff, et là, j'ai l'impression que Chris Jericho, il est dans l'oreille de Tony Khan, et il se fait des kiffs. Ouais, et puis il sait qu'il est sur la fin malgré tout. Voilà, c'est ça, et c'est des mecs qui sont trop accros au spotlight. Oui, bah, comme on en avait parlé avec Ric Flair. Exactement. Quand même, Ric Flair, qui parle de vouloir refaire un match. Qui parle même de venir au Royal Rumble. Et encore une fois, je vous conseille d'aller suivre Branson Reed, qui est blessé actuellement, sur Twitter, parce que il est magique, parce qu'il veut tsunami tous ces vieux cons. Ah, c'est bien. Voilà, il a dit, si vraiment il est dans le ring, je le tsunami, vous le reverrez plus jamais. Voilà. Il est magique. J'aime bien ça. Ouais.
Alors maintenant, on va terminer avec le dernier point. Oui. Profitez-en pour Le vous abonner, les amis. J'en profite, hein, je l'aurais dit aujourd'hui. On commente, on redonne des sujets que Messiah pourra parler dans la prochaine émission parce que, on va voir. Mais là, moi, c'est un truc que j'ai l'impression que tout le monde a oublié. C'est important pour moi d'en parler, j'ai l'impression d'être le seul à m'en souvenir. Si je te dis Britney Spears. Ah, tu parles de Kevin Federline? Comment ton champion du monde a pu perdre face à Kevin Federline? Ça, c'est un truc, je n'ai jamais compris. Mais surtout, dans l'époque Super Sina, où sa rivalité plus ou moins d'après, c'est Umaga. Alors, c'est Umaga hein, qui aide Federline à faire perdre Sina. Hein. Il est là, c'est Umaga. Oui. Mais putain, et déjà, est-ce que vous vous rendez compte de qui est Kevin Federline? Je pense que pour faire une phrase de vieux con, les jeunes de 20 ans Ah mais il faut pas connaître ça. Oui, voilà. C'est-à-dire le mec, désolé, hein, là c'est moi qui vais, ça va être mon point mort. Je te laisse raconter. Je vais être plus malade quand même. C'est quand même, attention, mais ça y est, elle est en train de mourir. C'est quand même le mec. Il a un charisme d'huître. Le mec, il pourrait chanter dans Tribal King façon sexe. Allez voir les amis. Allez voir ce que je me suis tapé quand j'étais jeune. Le mec, je suis désolé. Le mec ressemble, c'est un mec random de pseudo-danseur dans les clips de rap. Le mec se pète Britney Spears, bon tant mieux pour lui. C'est le seul fait de sa carrière. C'est le seul fait de sa carrière, il était danseur pour Britney Spears. Britney Spears, elle était sous médoc, elle s'est tapé Kevin Federline. Le mec est alors par contre, le mec est legit, à cette période-là, l'américain le plus détesté des États-Unis. Oui. Il est vraiment legit. Donc la WWE veut surfer sur ça. Ce qui est pas con en soi. Ce qui est pas con. Mais le problème, c'est que tu prends un mec qui est top heel nobody. Le mec, dans 1 an, 2 ans, tu ne sauras plus, heureusement merci, qui est cet homme-là. Et surtout que tu prends en plus encore un gars, bon, il y a beaucoup de polémiques avec Logan Paul, mais on voit que le mec dans le ring, il prend tout au sérieux. On sait très bien que ce Kevin Federline, là, il en avait rien à foutre. Mais parce que Kevin Federline, il est ce qu'il est. Mais le mec, il sait très bien que sa notoriété, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, à part moi qui m'en souviens, personne n'en parle de ce truc. Je n'ai jamais vu quelqu'un en parler sur Internet. On a déjà parlé des célébrités qui sont venues à Raw, qui ont été à chier. Mais personne ne parle de ça. Et surtout d'avoir osé faire un compte de 1, 2, 3 sur John Cena avec ce type-là. Faire un segment où le gars lui met, je sais pas, un low blow, Umaga vient le défoncer. Et un low blow, Umaga lui met un Samoan Spike. Ok, pas de problème. Mais ne faites pas un match pour faire perdre Cena à ce moment-là, quoi. Mais c'est une décision, ça, comme tu dis, ça c'est une décision de booking qui a, en plus ça amène rien, quoi. Aucun sens. Aucun sens. Mais si demain, alors par exemple, il y a eu le mec qui jouait à Raw. Stephen Amell. Stephen Amell, vrai fan de catch. Et grand ami de Cody Rhodes. Grand ami de Cody Rhodes, le gars était content d'être là. Kevin Federline, il en a rien. Et qui a fait plusieurs matchs. Exactement. Et même des matchs pertinents. Oui. Mais en cercle indépendant, tout ça. On a rien à... Bad Bunny. Moi, je connaissais pas Bad Bunny avant. Bad Bunny, c'est l'une des stars où on n'aurait jamais cru, mais le mec a pris. Bad Bunny, il a gagné tout mon respect. Aujourd'hui, dans ma playlist, j'ai des chansons de Bad Bunny. Grâce à ce qu'il a fait. Et moi, je peux même te dire que j'ai marqué comme un con, vous allez peut-être m'insulter, mais quand Triple H lui redonne son micro à la fin du WrestleMania où t'as un segment où ils sont sur un camion. Sur le camion, oui. Triple H lui rend son micro. Moi, j'ai trouvé cet angle super. Segment super. Mais c'est Kevin Federline. Et Bad Bunny, ça a donné l'une des meilleures entrées de l'année 2000. À Porto Rico. À Porto Rico. Et en plus, c'était très bien pour Damien Priest. Oui. Parce qu'il est portoricain aussi. Et que ça a donné de la notoriété à Priest pour plus tard. Mais il y a eu tellement mais les mecs, mais même les gars de NASCAR que tu faisais venir que personne connaissait étaient plus pertinents que Kevin Federline. Et les mecs a piné John Cena. Les gars de NASCAR, au moins, ça faisait plaisir à monsieur Philippe Chéreau. Oui, parce qu'il est fan de et qu'il les commente. Mais là, les amis, je voulais en parler parce que je n'ai jamais entendu des youtubeurs, des personnes qui font des podcasts comme nous, des mecs qui ont plus de visibilité que nous, en parler. J'ai l'impression que ce truc-là est parti dans les limbes. Bah moi j'en ai entendu en parler il y a pas si longtemps, mais c'est justement dans l'histoire de John Cena Umaga. Donc il a glissé un mot, mais c'est juste pour l'histoire, quoi. Il a pas polémiqué, il a rien expliqué. Dans les années 90, tu as Arnold Schwarzenegger qui met un pain à Triple H. Oui. Arnold Schwarzenegger. Le mec, il prend Triple H, à l'époque-là, il le coupe en deux. Là, c'est Kevin Federline. Le mec, il est épais comme un cap de frein à main. Et il pine John Cena. Je suis désolé, mais je termine là-dessus parce que c'est le côté un peu humoristique. Puis on a eu des moments un petit peu dark dans cette émission. Non, mais c'est vrai que là, je m'attendais pas du tout à ce point-là, et ça m'a fait plaisir que tu balances un peu. Mais parce que pour moi,
ce que tu voulais, quoi. C'est c'est l'un des pires bookings ever que j'ai vu de ma vie. Parce qu'à l'époque là, je suivais Raw tous les jours. Enfin, toutes les semaines. Et putain, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah oui, comme tu dis, le mec, pertinent de prendre le gars le plus détesté des USA à l'époque là. Mais le mec, c'est nobody, quoi. C'est le mec n'a rien fait. C'est pas comme s'il était chanteur, enfin, il était juste danseur. Il produisait rien. Pour moi, il y a eu un petit parallèle, mais c'était un mec bien plus connu et Tu vas dire Jay Leno? Non. Non, pas Jay Leno. Le mec qui a mis à part à Hulk Hogan. Non, ben, ça c'est Jay Leno, mais c'est pas lui que je parle. C'est plus récent, où, mais le mec est déjà un peu plus pertinent, mais j'ai plus du tout son nom, donc peut-être tu vas souvenir son nom. C'était justement celui qui est intervenu dans la rivalité entre John Cena et Seth Rollins. La star, c'est Stewart, ou un truc comme ça, là, John Stewart. Ah bah voilà, je l'avais pas moi. Voilà, et où le gars, en fait, coûte le match à John Cena en faveur de Seth Rollins, qui fait que Seth Rollins devient double champion United States et WWE. Oui, mais qui parce que il voulait pas que John Cena batte le record de Ric Flair. Oui, mais t'as presque envie. Tu trouves même, entre guillemets, ça pertinent parce que le mec, c'est un fan de catch. En fait, l'excuse là sauve un peu le truc. Mais pour moi, c'était un mec qui a rien à foutre à intervenir dans un match de championnat. Non, mais je suis complètement d'accord. Juste mais là, tu vois, Kevin Federline, je voulais finir sur ça. Tu vois, je te demande même pas ton avis. Parce que... mais je voulais me faire un peu plaisir. Et justement, les amis, allez voir ça. Et c'est important, je trouve qu'il faut pas oublier ce que la WWE est capable de faire dans ses pires moments pour avoir de la visibilité, quoi. C'est ça. Vraiment, là, c'était c'est de la cheap buzz hit, quoi. De merde. Et à la place de choisir un vrai mec qui aurait été top heel, parce que je suis sûr qu'il y a eu des mecs qui ont été dans le classement des hommes les plus détestés des États-Unis, qui étaient vraiment des vraies personnalités legit qui faisaient quelque chose. Kevin Federline, je crois que s'il a sorti un album de rap, parce qu'il a dû sortir un album de rap, forcément, il a dû vendre à lui et à sa mère, quoi. Ouais. Non, c'est même pas méchant en disant ça. Le seul fait de ce mec-là, c'est de s'être tapé Britney Spears sous Médoc, quoi. C'est son seul fait d'arme. C'est comme à un moment, à la même époque, dans la ferme célébrité, t'avais la femme de Jean-Pierre Pernaut, son seul truc, c'est d'être la femme de Jean-Pierre Pernaut. Tu n'existes pas pour ce que tu es, c'est juste pour ce que t'as fait. Ça fait peur, quand même. Ouais, bah oui. Voilà. Ah bah, ça y est, c'est sur ça que je vais finir cette émission. Mais ça y est, est-ce que ça t'a plu, ce petit concept? Bah, franchement, j'espère que ça deviendra un rendez-vous un peu régulier. Alors, les amis, je vous remercie de nous avoir écoutés. On est sur une émission petit peu plus court que celle de Kane, on est sur du 1h35 d'émission, c'est ce que je voulais, je t'avais dit en 1h30, donc on est sur 1h35. Je te remercie encore une fois, t'as été très pertinent. Bah, je te remercie à toi aussi, et de me ramener des concepts de vidéos et des bonnes idées. Alors, bah, mais ça y est, moi je suis un peu la tête qui pense, qui essaie de faire, moi c'est souvent moi, quand vous mettez des commentaires, c'est moi qui réponds en général, mais Saya est plus là justement pour apporter toute sa culture du catch, parce que moi je trouvais que c'est important d'avoir nous deux justement, en étant complètement différents, parce que si vous avez deux personnes qui sont, si on aurait deux personnes aussi érudites que toi dans le catch, ce serait pas intéressant nos vidéos. Là, ce qui est bien, c'est d'avoir toi qui donne ton avis et moi qui essaye de te challenger un petit peu. Ouais. Et ben, en tout cas, les amis, merci beaucoup. Je vais le redire encore un coup. Faites vivre cette chaîne parce qu'en fait, si c'est nous qui faisons les émissions, c'est vos émissions. C'est vous qui les écoutez, c'est vous qui les faites vivre. Donc, c'est un plaisir partagé, comme je dis. Mais voilà, c'est-à-dire, nous, on fait les émissions, on espère que vous prenez du plaisir à les écouter. Mais par contre, le fait de faire vivre cette chaîne, ben, c'est vous. C'est les gens qui vont commenter, qui vont mettre un j'aime, qui vont nous parler, qui vont dire ben on a plu, qui vont partager. C'est comme ça. Si aujourd'hui on a une trentaine d'abonnés, ce qui peut paraître très peu, il faut bien dire qu'on a commencé à zéro sur un concept très spécial, des vidéos d'1h30, 2h, 3h, sans aucun montage. C'est ça, en mode podcast. En mode podcast. Si aujourd'hui on a 30 abonnés, c'est grâce à vous. Donc ben si vous pouvez continuer à nous donner cette visibilité là, eh ben on demande que ça. Mais ça y est, je te remercie. J'espère que la prochaine fois tu seras un peu moins malade. J'espère aussi. À très bientôt mon ami. Salut. Salut.